je suis Flore Guattari-Michaud, psychologue, et aujourd'hui j'interviens pour l'association 36912 qui a été créée par Serge Tisseron, qui est psychiatre et qui travaille sur le sujet justement des écrans depuis pas mal d'années. Alors avant même de travailler sur le sujet des écrans, il travaillait déjà sur l'impact de l'image, comment l'image pouvait avoir un rôle dans notre société. Donc pour un petit peu parler de l'asso, elle a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, mais les balises, elles, 36912, peut-être que parmi vous, vous avez déjà vu des affiches. 36912, si ça ne vous parle pas, il va falloir se connecter, mais ce soir, parce que là, vous n'avez pas le droit d'aller sur votre téléphone, je plaisante. Vous vous connectez sur l'asso, vous allez avoir toutes les informations. Justement, en 2006, il y a une société britannique qui a voulu s'implanter en France et proposer des programmes pour les bébés, qui était une chaîne accessible à tout moment, même la nuit. Comme ça, si les bébés ils n'arrivaient pas à dormir, il y avait un programme spécial pour eux. Trop bien, hein? Du coup, à la suite de ça, avec d'autres professionnels, il a milité, il a mis en place une pétition pour que ce programme ne puisse pas exister, parce que finalement, le message qu'on allait envoyer, c'est bien mettre des bébés devant la télé. Donc il s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il existe comme repère pour les professionnels, pour les familles, en ce qui concerne l'usage des écrans? Il a posé les balises 36912 avec un repère, finalement pas d'écran avant 3 ans. On commence à parler de console personnelle à partir de 6, on parle d'internet à partir de 9 et les réseaux sociaux au-delà de 12. Ça, c'est des balises, c'est des préconisations, on parle de diététique des écrans, un petit peu comme 5 fruits et légumes par jour. Bon, qui ici mange vraiment 5 fruits et légumes par jour tous les jours, tout le temps, même le jour de Noël? Félicitations, vous êtes super balèzes. Mais on voit bien qu'entre ce qu'on préconise et la réalité, des fois c'est difficile, le tout c'est de s'y rapprocher. On sait que c'est pas bon de manger du cassoulet tout le temps, mais si on en fait une fois de temps en temps, ça pourrait aller. Donc l'idée c'était ça, c'était essayer de proposer des repères, et puis avec des tranches d'âge importants également. Pourquoi 3-6-9-12 ? Parce que finalement 3 ans c'est l'entrée en maternelle, c'est le début de la collectivité pour tous les enfants. 6 ans on commence à rentrer dans les apprentissages, on commence à rentrer dans la lecture, l'écriture. 9 ans c'est le début de la préadolescence. Et puis 12 ans, le début de l'adolescence et l'indépendance un petit peu, parce que ça y est, il rentre au collège, il commence à être un petit peu autonome, et ça commence à être une période qui pique également. En tout cas, voilà, c'était aussi pour essayer d'avoir une approche qui puisse accompagner, avoir un regard facile, et puis derrière, des vraies questions sur justement les écrans, apprendre à s'en servir pour apprendre à s'en passer. Je te rejoins sur, finalement, on y gagne. Le tout, c'est comment faire pour y gagner et rester dans du qualitatif et ne pas être que dans du quantitatif, voire même à des moments qui sont inadaptés. Donc voilà un petit peu l'émission de l'association. On intervient comme aujourd'hui sous forme de débats, d'échanges, tables rondes. On peut animer des conférences, on intervient également dans les écoles où on propose des interventions en classe auprès des enfants, on les amène à avoir un regard critique sur ce qu'ils font sur les écrans, on les amène à réfléchir. On a aussi une autre association avec qui on est en lien direct qui s'appelle le Jeu des 3 figures, où on forme les enseignants ou les professionnels qui interviennent directement auprès des enfants, justement pour que toutes les semaines, il y ait un temps sur on va parler de ce qu'on voit des écrans. Et donc il y a un élève qui va dire, tiens, moi j'aimerais bien parler, j'ai vu la bande-annonce du clown tueur, ça, il est revenu. Puis du coup, là, on va voir à ce moment-là l'élève qui va raconter. Et à tour de rôle, chacun va pouvoir refaire un petit peu des choses par rapport à ce que ce jeune va apporter de ce qu'il a vu. Et on va parler des émotions qu'il en ressort. Et ça permet de développer l'empathie. L'idée, c'est de dire, finalement, les écrans, ils peuvent apporter des choses. Quoi ? Et aussi inviter les enfants à se positionner en tant qu'acteurs, inviter les parents à se positionner en tant qu'acteurs et ne pas être finalement un peu passif dans tout ça et se dire je sais pas quoi faire. L'idée c'est au contraire c'est de dire allez, il y a plein de choses à faire, lesquelles, comment, puis du coup on va pouvoir en parler. Voilà. Ton travail consiste en quoi ? Alors je suis psychologue clinicienne à la base, mais depuis que je suis revenue, j'ai déménagé sur Grenoble, donc je suis à l'université de Grenoble, donc je donne plus du tout de consultations et je vois des familles. Et puis pendant toute ma première partie de carrière, j'ai travaillé sur le sommeil. Je suis rentrée à l'INSERM, justement au laboratoire de psychologie, au laboratoire de recherche sur le sommeil, en même temps avec des consultations pour troubles du sommeil avec le docteur Chalamet, donc à l'hôpital Lyon-Sud, et accompagnement des familles qui avaient perdu le bébé de mort subite du nourrisson parce que c'était fortement associé à l'époque justement au sommeil.
Donc c'était tout un travail autour du sommeil. Ça a duré bien 12-13 ans. Et puis après, je suis venu sur Grenoble. Et depuis que je suis sur Grenoble, je suis au laboratoire de psychologie et neurocognition, laboratoire de psychologie expérimentale à l'époque. Et donc là, on fait surtout de la psychologie cognitive. Et depuis quelques années, alors je suis passé du bébé à l'enfant, à l'adolescent aujourd'hui. Et depuis quelques années, je suis vraiment spécialiste de la psychologie du développement de l'adolescent, psychologue du développement en fait, de l'adolescence. Donc en faisant à la fois de l'enseignement et de la recherche à l'université de Grenoble et au laboratoire CNRS, donc auquel j'appartiens. Donc tout ce qui concerne les écrans, c'est plutôt indirect. Moi, je n'ai pas du tout de relation précise en fait, comment on peut dire, d'action précise en fait sur ce qui touche les écrans. Mais quand je m'intéresse à la fois au développement de l'enfant et au développement de l'adolescent, c'est sûr que tout peut être lié et en lien avec ce qui va se passer dans le développement. Donc mes actions sont des conférences, beaucoup, conférences grand public et des formations académiques, effectivement, par l'inspection académique ou les formations d'établissement et formations tout au long de la vie, ainsi que des interventions dans les collèges et les lycées, éventuellement. Voilà, donc ça fait beaucoup quand on a un boulot à côté quand même. Mais j'aime bien faire ça parce que c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est comme aujourd'hui, c'est faire des échanges avec le public, de transmettre des informations, non pas pour vous transmettre des recettes loin de là, mais au contraire échanger pour trouver avec tous la meilleure solution possible pour gérer tout ça. Donc depuis quelques temps, c'est le sommeil, les écrans, les bébés, le sommeil, les écrans, les ados, les adolescents dans sa construction identitaire, parce que c'est vraiment ma problématique de recherche. Et en lien avec ces processus identitaires, je fais maintenant des enquêtes, je veux dire des expérimentations, mais autour d'enquêtes et de questionnaires, des protocoles expérimentaux, voilà, cherchez le nom, sur le lien entre les processus identitaires et la motivation dans les études, les processus identitaires et les troubles anxio-dépressifs. Voilà. J'ai jamais eu le temps de poser la question sur l'usage des écrans, parce que là, il y a tellement de traitements à donner, tellement de données à faire que j'ai pas intégré une nouvelle question. Quoi. Mais sinon, vous allez comprendre. Enfin, je vais essayer aujourd'hui de répondre justement aux questions de Noémie en vous montrant qu'une fois qu'on connaît comment fonctionne cette construction, cette consolidation identitaire tout au long de la vie, on peut intervenir comme des leviers d'action en fait sur l'enfant, sur l'adolescent. Parce qu'une des questions qui importe à mes yeux, c'est justement qu'est-ce qu'il y gagne. C'est pour ça qu'on peut toujours diaboliser, comme je disais ce matin, mais de toute façon, on peut quand même rentrer dans cette problématique du numérique en regardant un petit peu tout ce qu'ils y gagnent. Voilà, c'est un petit peu sur ça que ça va être mon fil rouge, un petit peu de toutes les réponses à vos questions aujourd'hui. Donc voilà, cet après-midi on ne présente pas en live, on était là ce matin pour présenter Mediakit, mais enfin vous allez très rapidement vous apercevoir des similitudes en termes de posture, en termes de méthodologie de projet. L'idée de Parents Live, c'est vraiment de faire en sorte, donc Média fait par les parents pour les parents, c'est une même que Mediakit, l'idée c'est de donner la parole aux personnes, donner la parole aux gens, en l'occurrence donner la parole aux parents et faire en sorte qu'ils puissent eux aussi identifier, travailler autour des différentes problématiques, mais c'est notamment pour mettre en lumière les ressources que sont les parents, et qu'à partir du moment où on développe, à partir du moment où il y a des signes de soi et de confiance en soi, on se rend compte que les parents prennent la main quand même aussi sur beaucoup de choses. Et donc pour nous c'était super intéressant de pouvoir mener tout ça. On fait beaucoup de recueil de paroles au travers d'ateliers, entre guillemets vidéo, dans le sens où on utilise le support vidéo, mais donc depuis le mois d'octobre il y a aussi une émission radio sur laquelle on invite des parents à venir s'exprimer sur différents sujets. Si j'introduis cela, c'est parce que on va aussi entendre quelques témoignages issus de la dernière émission radio du 13 décembre, où les questions tournées autour des écrans, les écrans, ça nous regarde. L'autoritarisme autour de l'écran, la non-volonté d'aller se coucher, de vouloir forcément avoir son écran, prendre son pied dans son écran. Voilà. Donc il a fallu, à un moment donné, couper court un peu à tout ça et faire preuve un peu d'autorité. Et la télé était éteinte à la maison toute la période de l'école et du temps scolaire. On leur a donné une utilisation progressive de ces écrans, c'est-à-dire qu'on a toujours cadré l'utilisation des écrans à la maison, quels qu'ils soient. Moi, ça m'angoisse beaucoup parce que c'est un aspirateur.
Mais c'est vrai que, justement, j'ai envie de vous demander ce que vous faites sur vos téléphones. Quels usages on en fait de cet outil couteau suisse? GPS. Recherche. SMS. Téléphoner. Acheter. Photo. Jeu. Ok. La liste, elle est quasiment non exhaustive, tellement qu'il y a des choses que l'on peut faire. Ok. Donc dans ce sens-là, effectivement, je rejoins tous ceux de ce matin qui disent on ne peut pas s'en passer. Mais c'est surtout qu'on ne peut pas s'en passer, à la limite, à tout moment, parce qu'on va passer d'un usage à un autre en permanence. Et donc le téléphone, ce qu'il faut dire à tout le monde, c'est que de toute façon, c'est fait pour qu'on ne puisse pas s'en passer. Et donc quand on entendait dans les émissions de radio, là, très intéressantes des parents, c'est comment résister à la tentation. Je pense que le discours d'aujourd'hui, c'est le leitmotiv d'aujourd'hui, ça devrait être apprendre à résister. Parce que tout est fait pour qu'on y reste. D'accord ? Et ça, les jeunes, il faut qu'ils l'entendent. Tout est fait pour qu'on y reste. Je veux dire, il y a des psychologues cognitivistes, justement, qui sont dans les constructeurs de jeux vidéo et des applis et tout ça, qui savent très bien comment fonctionne le cerveau. Donc moi, je peux vous dire déjà pourquoi c'est si attractif dès la naissance. Je peux commencer par ça. Déjà, quelques secondes au niveau du cerveau. Et après, qu'est-ce qu'ils y gagnent vraiment au fur et à mesure de tous les âges, finalement, aussi, quoi. Mais bon, je vais essayer de ne pas trop prendre la parole non plus par rapport à Flore. Donc, mon laboratoire, c'est un laboratoire de psychologie et de neurocognition. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent, qui essaient de comprendre les processus neuronaux, donc cérébraux aussi, surtout, sous-jacents, tout ce qui est en lien avec le cerveau, sous-jacents à différentes fonctions cognitives ou des différents comportements. Or, quand on regarde comment mature le cerveau dans la naissance à l'âge adulte, on s'aperçoit que les premières, et ça c'est évident même, les premières régions en fait, qui sont matures assez tôt, c'est les régions primaires, qu'on appelle l'audition. Là, vous êtes en train de m'écouter, c'est la zone de l'audition qui s'active. Si vous regardez le diapo, c'est la zone de la vision qui s'active. Si ce que je suis en train de dire, ça vous renvoie à des choses que vous connaissez un petit peu, paf, ça va connecter avec d'autres régions de la mémoire, de la connaissance, etc., etc. Et toutes les régions, comme ça, le cerveau est très complexe, les régions se connectent les unes après les autres, au fur et à mesure des apprentissages tout au long de la vie, parce que les apprentissages ne commencent pas à 6 ans, Flore, mais dès la naissance. Et le développement du bébé, c'est un développement sensorimoteur, d'accord ? L'intelligence sensorimotrice, c'est effectivement se déplacer, écouter, voir, toucher, voilà, tout ce qui va être de l'ordre des 5 sens. Or, plus c'est renforcé, activé, utilisé, plus ça va être consolidé au fil des années. Et plus c'est consolidé au fil des années, plus ça va devenir automatique et on n'aura plus besoin d'y penser. Donc, une tablette dans les mains de petits, pourquoi c'est si attractif ? Un téléphone que vous laissez sur la table, pourquoi c'est si attractif ? Parce que le moindre mouvement, la vibration, le moindre son, si on laisse le son, la moindre image, luminosité qui va apparaître, ce sont les zones primaires du cerveau qui sont activées. Donc c'est un réflexe, c'est automatique, on est attiré automatiquement par tout ce qui va se passer sur un téléphone. C'est fait exprès, c'est du développement sensorimoteur, c'est de l'intelligence sensorimotrice, on va dire. Et donc quand Stanislas Dehaene, pour ne pas le nommer, mais je le nomme parce que c'est vraiment, il fait partie des chargés de mission au ministère, et c'est un neuroscientifique, psychologue cognitiviste, qui a fait d'énormes travaux sur le développement du bébé. Lui, effectivement, il dit mettez les tablettes, et c'est à cause ou grâce, j'en sais rien comment on peut dire aujourd'hui, mais en tout cas, il y a toujours des bénéfices et des inconvénients, que l'on met les tablettes de la maternelle, parce qu'il dit ça répond, effectivement, à l'intelligence du bébé. C'est intuitif, mais c'est l'intelligence sensorimotrice, alors qu'il y a bien trop de parents qui, dès qu'ils entendent intelligence du bébé, confondent avec mon bébé est intelligent, quoi. Et l'intelligence qu'ils ont, eux, la représentation qu'ils ont, eux, de l'intelligence, d'accord ? C'est l'intelligence sensorimotrice. Et plus on va consolider, conforter cette intelligence-là, plus ça va être difficile d'y résister. Donc la première chose que je dis aux adolescents, par contre, que je rencontre, c'est normal. C'est normal que tu ne saches pas t'arrêter. C'est normal que tu ne saches pas effectivement résister à tout ça. Tout est fait pour que tu y restes, et c'est facilité par notre fonctionnement cérébral. Vous comprenez ? Voilà. Donc déjà, c'est ça. Ce qu'ils y gagnent, c'est la facilité.
C'est l'attractivité, c'est facile, c'est intuitif, on n'a même plus besoin de raisonner normalement. Surtout pour ceux qui ont un usage passif, comme le disait Victor ce matin de l'association Pangolin, si on fait que surfer, ce que fait une majorité d'individus, même adultes, sinon on fait que faire circuler des pages, surfer sur ces pages, sans se poser aucune question, d'accord ? Eh bien, comment on peut dire, le comportement passif sur ces téléphones n'entraîne aucune intelligence, ne demande aucune intelligence et n'entraîne aucun développement de compétences, effectivement, d'intelligence, comme on entend dans tous les apprentissages, effectivement, nécessaires, en fait, à d'autres apprentissages que l'usage d'un téléphone. Donc, c'est pas, ce qui est à diaboliser, c'est pas l'outil, c'est bien les usages qu'on va en faire, et surtout, même pas l'usage, c'est le type d'usage, d'accord ? Le type d'usage, parce que si vous demandez, une fois que j'ai demandé à tout le monde quels usages vous en faites, la deuxième question que je peux poser, c'est pourquoi vous y allez? Qu'est-ce que vous y gagnez? Quelle motivation? Et là, vous allez voir aussi, demandez à vos enfants, demandez à vos élèves, demandez à tous les jeunes auxquels vous êtes confrontés, demandez aussi ce qu'ils y gagnent et pourquoi ils y vont. Et vous n'aurez pas deux motivations équivalentes pour une même application. Je l'ai encore fait il y a 15 jours dans des classes de 4e. Les réseaux sociaux, ben moi c'est pour être plus populaire. Ah ben moi c'est pour continuer à parler avec mes gamins, avec mes amis quand je rentre à la maison. Ben non, moi c'est pour échanger des infos justement sur les devoirs. Ou c'est pour échanger des infos sur les jeux vidéo, etc. etc. Il n'y a pas de motivation équivalente. C'est pour ça que toute votre légitimité d'éducateur et tout le boulot d'un éducateur, c'est d'essayer de s'adresser de façon individuelle à des comportements alors qui peuvent être équivalents à plusieurs d'entre eux en face de vous, mais en tout cas des comportements différents. On n'y va pas pour les mêmes motivations. Et je trouve que cette entrée, qu'est-ce que tu y gagnes, ça marche pas mal tout au long de la vie, quoi. Aussi. Ou qu'est-ce que tu y perds quand on te l'enlève. Parce qu'il y a des parents qui disent « Non mais moi c'est bon, j'ai réussi, j'ai tenu, je l'ai puni pendant une semaine. » Bon ben là la question c'est qu'est-ce que tu y perds quand même aussi, quand tu n'as pas ce téléphone avec toi. Donc s'interroger sur ce qu'on va y chercher, s'interroger sur ce qu'on va y chercher. Parce que ce qu'ils y gagnent, c'est les fameux besoins psychologiques de base, là, le besoin de compétence, de se sentir compétent. Et comme je dis toujours aux enseignants que je rencontre très souvent, je leur dis, vous savez, entre le contrôle que vous leur donnez et où ils sont peut-être en échec scolaire, et puis en tout cas ils n'ont pas choisi la facilité ou la difficulté du contrôle, et le jeu vidéo qu'ils ont choisi, il y a deux mondes. Donc ils se sentent compétents sur leur jeu vidéo, ils se sentent compétents et autonomes et reconnus et récompensés quand ils sont sur leurs réseaux sociaux. En fait, toutes les applications sur lesquelles on y va, ils n'y vont pas pour rien, quoi, d'accord, voilà. Donc si on n'y va pas pour rien, ça veut dire qu'on va être récompensé en retour. Encore que je dis ça, mais justement, faisons la différence aussi entre ceux qui sont récompensés et ceux qui ne le sont pas. Il y en a évidemment qui sont en grande souffrance à cause de leur usage justement du téléphone, enfin du smartphone on va dire, parce que le déclic ça a été 2012, quand on a mis des smartphones dans les mains de tout le monde. Parce que c'est bien le lien avec Internet qui a créé après des risques. Et sinon, donc j'y gagne le sentiment de compétence, voilà. Je me sens compétent, je me sens autonome, je me sens reconnu. Et plus on se sent reconnu, et là je finis avec l'histoire de la dopamine là, du cerveau, plus on se sent reconnu, plus on est récompensé, plus il y a une région du cerveau, ça on entend quand même beaucoup parler ces temps-ci, plus il y a une région du cerveau qu'on appelle la région de neurones à dopamine, plus ça sécrète de la dopamine, plus on se sent satisfait, plus on a envie de recommencer. C'est comme ça qu'on peut créer après l'addiction, effectivement, à toutes ces applications, quelles qu'elles soient, finalement, en termes de comportement par rapport au téléphone, ou aux jeux vidéo, au numérique, on va dire. Flore, tu peux ajouter quelque chose sur qu'est-ce qu'on y gagne? Oui, après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Les écrans, ils se sont multipliés ces quelques dernières années, c'est arrivé très très vite, ce qui fait que les parents d'aujourd'hui sont confrontés à quelque chose qu'ils n'ont pas vécu, eux, dans leur enfance. Donc c'est très difficile de savoir mettre un cadre, de savoir expliquer quels sont les avantages et les inconvénients, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de modèle, donc ils doivent trouver les choses. Et en plus, les jeunes aujourd'hui, ils font des trucs que leurs parents ne comprennent absolument pas. Les jeunes maintenant sont des experts, et c'est à eux d'expliquer à leurs parents qu'est-ce que c'est ci, qu'est-ce que c'est ça, comment on fait, combien de parents vont dire « Ah, mon truc c'est encore bloqué, comment je dois faire ?» Et c'est les enfants qui expliquent comment utiliser leurs outils. Donc là,
on est aussi dans une situation où les jeunes se sentent très forts vis-à-vis de leurs propres parents, se sentent eux-mêmes experts, donc il y a une inversion des rôles, alors que depuis toujours, c'était les parents qui enseignaient aux enfants, c'était les enseignants qui enseignaient aux élèves, et donc là, maintenant, il y a des choses qui se sont retournées un petit peu. Et c'est du coup un avantage pour eux. Ils se disent, attends, enfin un outil où moi je maîtrise, moi je suis trop balèze, toi par contre t'es tout naze. On est vraiment là-dedans. Donc là, ils vont aussi en tirer un avantage et aussi, encore plus, des fois garder pour eux les choses, parce qu'ils se disent, non mais attends, je ne vais pas en plus leur donner les clés, parce que sinon je vais perdre de pouvoir. Donc c'est aussi pour eux, ils vont y voir un avantage. C'est là où il faut réussir à créer aussi du lien, et essayer de comprendre ce qu'ils y font, s'intéresser. Alors c'est pas toujours facile. Et moi j'aime bien donner l'exemple du sport. Souvent quand on a un jeune, un enfant qui fait du sport, eh ben, on va le voir. On va voir à son match, on le supporte, ou on va même l'accompagner à ses entraînements et ainsi de suite. Et quand ils font des jeux vidéo, quand ils vont sur les réseaux sociaux, ou quand ils vont sur une application TikTok ou ce que vous voulez, ben on s'en intéresse pas parce que ça nous parle pas. Et on a l'impression que c'est un peu l'intimité aussi, ce qui peut être vrai. Mais en même temps, pourquoi on s'y intéresserait pas? Ça peut être au contraire un sujet hyper sympa. Et plutôt que de dire « Ah, t'es tout le temps sur ton téléphone », et ben là, c'est aussi de comprendre. Et parce qu'on va en communiquer, parce qu'on va créer un lien, et ben on va voir justement qu'est-ce qu'ils y gagnent, quels sont les avantages pour eux. Et à l'inverse, se dire « Ouh là là, non mais en fait, là, ce que tu fais, c'est quand même pas si intéressant que ça », et les amener à se questionner. À savoir en plus que l'autorégulation, la capacité à savoir se dire « Ouh là là, ça fait longtemps que là, je suis sur mon outil », elle arrive naturellement, tardivement. Le cerveau, il faut savoir, il atteint une maturité que tardivement. On dit maintenant 25 ans, il y en a même qui disent jusqu'à 28 ans. Enfin, tous les discours se rejoignent pour dire que ça arrive quand même tardivement. Un ado, s'autoréguler, c'est-à-dire s'arrêter tout seul, c'est pas possible. Ça s'éduque, comme pour tout. Mais par contre, naturellement, ça ne peut pas être naturel. Donc en plus, comme tu l'as très bien expliqué avec le système de dopamine, il y a tout qui est... Il a des milliards de bonbons à chaque fois. Il sort son téléphone et il y a plein de bonbons. Voilà, j'ai plein de messages, de notifications, de trucs qui sont allumés. Comment refuser un tel bonheur? C'est trop dur. Par contre, si dès qu'on en prend conscience, il y a un cadre, on en parle, on dit, bah voilà, de telle heure à telle heure, ou... C'est ça, c'est la troisième question, le cadre. Bon, bah, je l'implique. En tout cas, c'est bien de pouvoir aussi expliquer comment l'utiliser, à quel moment, et aussi être, nous, modèle. Parce que c'est facile de dire, bah oui, il faut faire ci, il faut faire ça, mais sinon on est tout le temps dessus, bah ça va être compliqué pour eux aussi de pouvoir modéliser. Par contre, s'ils voient qu'à chaque fois que nous on fait quelque chose, on y est pleinement, quand on fait une activité, on y est pleinement, on n'est pas sur notre téléphone, quand on va le voir à son match de tennis, on n'est pas en train d'envoyer des textos, et bien lui aussi, en retour, il pourra être pleinement dans les activités qu'il fait et ne pas se disperser, qui pourrait être là un des grands inconvénients du numérique. Quand on se construit, quand on grandit, quand on devient adolescent, en fait de l'enfance à l'adolescence, vous savez, il y a ce passage dans la puberté où on ne s'aime pas trop, où on est en train de changer. Et donc à l'adolescence en tout cas, ce qu'on y gagne beaucoup derrière un écran, c'est d'avoir cette distance sur l'écran justement. De croire qu'on n'a pas de risque, de croire qu'on n'a pas de risque, parce que l'on peut faire tout ce qu'on veut. On peut changer de nom, on peut changer de sexe, on peut changer d'âge, on peut changer de photo. On peut éviter effectivement rejouer un avatar finalement parce qu'on n'aime pas qui on est dans la vraie vie. Et donc ça c'est aussi un énorme avantage, comme tous ceux qui vont sur Mythique, c'est pareil. Donc, la question, on peut vous la poser aussi, parce que on dit de ne pas diaboliser, mais franchement, si on pose la question à tout le monde, vous verrez que tout le monde diabolise au contraire. Et que c'est bien parce que tout le monde, sauf ceux qui ne diabolisent pas, j'allais dire, mais ça, il y en a très peu, parce qu'ils ne vont voir que des effets positifs, et cela, de toute façon, vous ne les verrez pas, ni aux conférences, ni aux formations. Donc, alors que tous ceux qui viennent nous écouter, c'est quand même ceux qui ont besoin d'avoir des réponses, justement, à leurs craintes. On a vu, là, l'histoire du sommeil en premier, la santé, etc., etc. Les ados, quand vous leur demandez, eux, ce qu'ils craignent le plus, c'est pas du tout ça. C'est le vol de leurs données personnelles. Ah oui. Mais la majorité, ils vous diront, les quatrièmes, là, ils m'ont tous dit ça en premier. Donc c'est un risque personnel, parce qu'ils entendent beaucoup, effectivement, parler de ça, mais c'est surtout parce qu'ils savent bien qu'ils y mettent toute leur vie sur leur téléphone. Donc un des risques, c'est vraiment le vol des données personnelles. On a beau dire... Moi, je suis toujours embêtée quand j'entends des parents me dire, effectivement, je ne sais pas comment intervenir, parce que c'est leur intimité.
il n'y a rien d'intime sur les réseaux sociaux, quoi. Enfin, sur les téléphones. Ils sont tous en train de nous piquer nos données personnelles. Donc il n'y a rien d'intime du tout. Au contraire, c'est à cause de ça qu'on va. Le risque, c'est justement de tourner en boucle sur les mêmes informations, les mêmes vidéos, les mêmes films, les mêmes comment on appelle ça, les mêmes activités, etc., etc. Parce qu'à cause des cookies, à cause de tout ce qui est volé sur le moindre clic que l'on peut faire sur un ordinateur, eh bien, ils nous connaissent tellement parfaitement qu'ils vont mettre des publicités soi-disant adaptées, mais en tout cas c'est publicité, les vidéos qui tournent en boucle sur le même sujet, etc., etc. Et donc il n'y a rien d'intime, selon moi. Il n'y a rien d'intime. Or, un des risques, c'est justement de s'écarter ou de s'éloigner de ces comportements, des comportements d'adolescents, parce qu'on pense que justement on fait une entrave à leur intimité. Les risques, c'est évidemment les messages insultants, la pédophilie sur Internet, le cyberharcèlement, bien sûr, le détournement, la désinformation, la radicalisation. Enfin voilà, pour ça, la liste des risques, je pense qu'on peut la faire longue. Est-ce qu'ils sont avérés, ces risques? Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Attendez, j'ai oublié de vous dire au début, quand je me suis présenté, que j'ai fait partie toute cette année-là, jusqu'en décembre, la fin décembre, du groupe de travail sur les effets de l'exposition aux écrans au Haut Conseil de la Santé publique à Paris. Faire un rapport, une saisine, ils appellent ça un rapport justement sur les effets de l'exposition et de l'usage des écrans pour le ministère, ça demande de faire tout le tour de la littérature. Tout est avéré. Il y a vraiment la littérature scientifique, parce qu'il fallait quand même attendre d'avoir le temps d'interroger les jeunes, les enfants, les ados, les familles, les bébés, en fait, tout ce que vous voulez, tous les âges. Il y a des articles sur tous les âges maintenant, sur ces effets des écrans, et il fallait prendre le temps après de dépouiller tout ça. Je peux vous faire des cinquantaine de pages de biblio qui sont sorties les 2-3 dernières années sur ça. Et là, si vous voulez que je vous fasse peur, je peux vous donner plein d'exemples de risques, effectivement, des effets des écrans. Et dès le bébé. Parce que là, je vous ai parlé surtout de l'ado, parce qu'on est parti de l'ado. Mais sinon, au niveau de la petite enfance, moi je travaille aussi beaucoup avec la CEP, et dans les crèches, etc., etc. Vous avez vraiment les risques, c'est justement la perte de la communication. La question, selon comment elle est posée, ils vont pas dire oui quand ils répondent à ça, mais il n'y a vraiment plus de communication entre un bébé, même de 1 an ou même de 6 mois, quand on donne à manger à son bébé le biberon de la main gauche et le téléphone dans la main droite. D'accord ? Quand la télévision, donc le risque, il y a vraiment un des risques effectivement de perte de communication. Il y a le risque de déficit dans le développement du langage, et ça c'est vraiment avéré aussi. Il y a vraiment beaucoup de scores négatifs associés effectivement au fait d'utiliser les écrans. Mais Jérémy. Pourquoi, du coup, on fait plein de publicité de prévention, publicité c'est un mot fort, mais pourquoi on fait plein de prévention à la télé sur l'alcoolisme, le tabac, la prévention routière, et on sait que c'est un danger avéré tout ce qui est écran, et pourtant c'est passé sous silence, comme quoi il n'y a pas de problème. Ouais. Tout va bien. Mais parce que je pense que contrairement, tout le monde a entendu? Oui. Contrairement au tabac, à l'alcool, il y a encore évidemment une grande partie de la recherche, mais pas que, qui montre qu'il peut y avoir des avantages, en tout cas des apprentissages possibles, des avantages effectivement à l'utilisation des écrans. Ce qui n'est pas le cas au niveau du tabac et de l'alcool, où là tout est quasiment négatif. Encore que si on demande ce qu'on y gagne à fumer de la drogue, de l'alcool ou à boire, on aurait aussi des motivations positives et des intérêts derrière. En tout cas, au niveau santé, ça a vraiment des retombées négatives. Et c'est vrai que les retombées... Donc, message complexe. Voilà, c'est un message complexe, mais sauf que, moi je suis complètement d'accord avec Serge Tisseron depuis le début. Je veux dire, on ne peut pas ne pas interdire dans les 0-3 ans, parce qu'évidemment que si on autorise 10 minutes, comme ça serait préconisé par tous les hauts conseils, le temps, 10 minutes c'est ridicule, quoi. Le temps ne passe très vite, on autorise 10 minutes, vous avez après une demi-heure, puis après vous avez le matin. Ce qui s'est dit ce matin, je veux dire, après c'est le matin avant de partir à la télé, après c'est quand il pleut, etc., etc. Et là ça devient généralisable, et là le risque est important à ce niveau-là. En fait, une des protections du risque, c'est de partager, comme l'a dit Flore tout à l'heure, de partager l'activité. Plus il y aura de l'interactivité, plus il y aura même du narratif sur des images. On parle beaucoup de la réception des images, mais si on ne met pas des mots sur des images, là ça peut vraiment créer de l'anxiété, beaucoup d'anxiété chez les enfants et les jeunes d'aujourd'hui.
Il y a un élément qui me paraît un peu clé, qui me titille un peu et j'ai besoin de vous en faire part, c'est que les effets des écrans sur les enfants, les adolescents, principalement les enfants et les adolescents, c'est rattrapable dans le sens c'est aussi une question, je ne suis pas médecin, mais un enfant qui va être confronté entre 6 mois et 1 an avec plein d'écrans, qui va peut-être avoir un développement cérébral, moteur ou sensoriel un peu moins actif et beaucoup plus dans la passivité par rapport à d'autres enfants, cet enfant-là, les parents, une fois qu'ils vont comprendre les effets négatifs des écrans, petit à petit peuvent réintégrer cet enfant dans un contexte éducatif différent et donc on peut appeler ça, c'est rattrapable. Il y a une forme de... Alors en effet, c'est pas irréversible. Par contre, il y a une réalité, c'est par rapport à la plasticité cérébrale au niveau du cerveau, elle est très plastique au tout début de la vie et petit à petit, il y a des apprentissages qui vont se mettre en place au cours de la vie de l'enfant. Et si l'enfant, durant sa petite enfance, n'a pas beaucoup exploré la manipulation, ses 5 sens, tout ce qui était sensorimoteur dont on a parlé au début, du coup, il va prendre du retard par la suite. Donc oui, heureusement, c'est pas comme si, du coup, il a été devant une télé pendant toute sa petite enfance, du coup, c'est trop tard. Non, heureusement. Mais par contre, ça va être plus lent pour lui s'il n'a pas suffisamment manipulé, s'il n'a pas pu parler, s'il n'a pas été en interaction, s'il n'a pas été avec d'autres enfants pour pouvoir interagir et s'il était toujours passif. Ça va mettre plus de temps pour lui et du coup ça va générer de l'anxiété. Du coup, j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à me faire comprendre par mes pairs, donc je peux être agressif. Tous les comportements et les troubles qui vont apparaître vont du coup ralentir ces apprentissages ou ces découvertes et donc ça va être plus difficile pour cet enfant-là. Maintenant, heureusement, dès que les parents peuvent prendre conscience, dès qu'il y a un accompagnement, c'est réversible justement et après ça peut aller au contraire dans une boucle vertueuse, heureusement, et ça pour n'importe quel âge. Mais par contre, il est vrai que dans la petite enfance, on voit que l'enfant, il a besoin justement de pouvoir découvrir le maximum de choses, et plus il va pouvoir découvrir de choses, et plus il va pouvoir par la suite continuer à vouloir alimenter ses découvertes. Moins il est stimulé, et plus il fait qu'une seule activité, et plus ça va être difficile pour lui de diversifier ses envies. Il me semble, quand on a des enfants justement en difficulté d'apprentissage tous les 10, etc., on leur met des écrans entre les mains pour pouvoir leur permettre l'apprentissage. Donc du coup, d'un côté on dit que ça ralentit et de l'autre on va leur mettre... Oui, je suis complètement d'accord avec vous. On n'a pas dit que ça ralentissait l'apprentissage. C'est ce que j'ai entendu. Oui. Non, ça peut... moi, en tout cas, c'est pas ce que je pense. Ça va effectivement créer des déficits et des lacunes dans certains apprentissages, des comportements même à la limite, relationnels, sensorimoteurs, parce qu'on n'a pas touché, on n'a pas connu les limites de cet objet que l'on peut toucher dans la vraie vie. Si on est sur un écran, on l'a touché, on fait que voir sur un écran, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de donner des ressources aux 10, qui vont faciliter leur apprentissage, parce qu'ils auront des ressources numériques. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas l'interdire totalement et on ne peut pas tenir le même discours que pour la drogue et l'alcool. Au niveau scolaire, le numérique peut être un outil hyper important. Et de faire même de la pédagogie différenciée, justement. Celui qui a des problèmes de dyslexie va pouvoir développer ses compétences visio-attentionnelles sur des jeux d'action. D'ailleurs, c'est une collègue, Sylviane Valdois, de mon laboratoire, qui a montré que de travailler, de jouer à certains jeux d'action, mais sur un protocole exprès. C'est ça que j'aimerais que les scientifiques, dont je fais partie quand même, fassent gaffe quand ils s'adressent à tout public. Parce que, évidemment, que dans nos protocoles expérimentaux, ils peuvent bien rechercher des jeux d'action recherchés et puis mis en place pendant certaines semaines à l'attention des élèves. Eh bien, on s'est aperçu, les effets, effectivement, sont importants, que de jouer à des jeux d'action, et ça, tous ceux qui sont allés sur le jeu le comprendront. Un jeu d'action, c'est quoi? C'est voir la cible, tirer, et puis prendre décision, savoir s'il fait partie de mon équipe, pas de mon équipe, et sans arrêt tirer. Donc, le développement des compétences visio-attentionnelles, c'est sûr qu'elles sont avérées. Et du coup, elle a vu un impact, un effet, donc sur l'amélioration de la lecture pour ceux qui sont dyslexiques. Mais
Dans la même conférence, tout de suite, il y a les parents qui disent mais donnez-nous le nom des jeux d'action parce qu'il y a Noël qui arrive et on va acheter. Et voilà. Et après, c'est l'excès, c'est toujours pareil, c'est l'excès d'usage qui est délétère, évidemment. Celui qui va, pour répondre à votre question du fond, là, celui qui va utiliser le numérique en même temps que d'autres supports, qui va les faire. Moi, j'ai un gamin un jour en conférence qui me dit oui, non, mais je suis très accro à mes jeux, j'adore jouer, mais j'aime aussi beaucoup le hockey sur glace. Voyez. Donc tant qu'ils vont continuer à aller justement dans d'autres activités, ben là on a tout gagné. Mais ça c'est que dans certains milieux. Un tout petit, combien de temps il peut faire de la peinture par exemple? Si on prend un enfant de moins de 3 ans, combien de temps peut-il faire de la peinture? Si vous arrivez à le faire tenir plus de 10 minutes, moi je vous tire mon chapeau. Mais est-ce que du coup on va le laisser 1 heure faire de la peinture, tout seul, avec de l'acrylique, et on lui demande de repeindre la cuisine? Peut-être pas. Bah, c'est pareil en fait pour les écrans. On ne laisse pas un enfant tout seul face à un écran, sur un logiciel, si c'est un jeu ou sur un support qu'on n'aura pas vérifié au préalable, pendant plus de 10 minutes, parce que justement il n'est pas capable. Sauf qu'un enfant à qui on aura mis une petite tablette ou devant un téléphone ou une télé, il ne pose pas de soucis, il est dans le canapé, il ne parle plus, on se dit, on ne les voit pas visuellement, on ne voit pas les dangers. Par contre, on lui met le tube d'acrylique, les pinceaux, et puis on va aller faire des courses. Bizarrement, quand on va revenir, ça va être compliqué. Et là, on les voit tout de suite, les dangers. Et c'est aussi pour ça, pour rejoindre la question, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas? Comment ça se fait? Parce qu'en fait, on ne les voit pas tout de suite, et c'est qu'après, c'est au bout d'un certain temps qu'on commence à avoir des observations. Et encore, c'est pas l'enfant qui dit, tu sais, ça m'a pas plu que tu m'aies laissé 1 heure devant la télé parce que pendant tout ce temps-là, j'ai pas pu développer des compétences, j'ai pas pu parler, j'ai pas pu jouer dans ma chambre, j'ai pas pu faire ci. L'enfant, il n'est pas capable de pouvoir se positionner. D'ailleurs, on dit qu'il est victime de ça. Il n'est pas responsable de cette situation. Il faut rappeler qu'on est dans une ère du tout numérique aujourd'hui, mais que cette ère-là, elle existe depuis quand même assez peu de temps. YouTube existe depuis 2005. Hein. Les premières caméras qui sont embarquées sur les téléphones, c'est la même époque. Et la généralisation de ces outils, elle est assez récente. Et du coup, forcément, du même fait, les études sur cette omniprésence-là et sur l'impact, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas sur les conséquences sur la santé, etc., auprès des publics, enfants en particulier, les résultats apparaissent en ce moment, on va dire. Oui, mais ça y est, depuis 2 ans, là, ça n'arrête pas. Alors, je peux vous donner même un exemple au niveau de l'adolescence, parce que moi je lis surtout les trucs de l'adolescence, mais pas que. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, est-ce que tu as mis, Sébastien, mets ton téléphone sur mode avion. Même ça sert à rien. Les seuils, on essaie de chercher des seuils quand même, vous savez, le seuil qui crée déjà des difficultés après, puis je vous dirai quel type de difficultés, surtout sur le sommeil, mais pas que, sur les troubles anxieux aussi, c'est 2 heures par jour. 2 heures d'usage du téléphone, enfin d'un écran, quel qu'il soit. 2 heures en écran. Pourquoi tu dis mode avion, ça sert à rien? Par rapport à quoi? Parce que toute la journée, ce téléphone, on l'a toute la journée. Donc quand les ados, ils me disent, et puis les parents sont contents, en fait, ils disent, ben non, mais ça va, je le mets sur mode avion. Parce que j'en ai besoin pour me réveiller le matin. Je dis, attendez, il existe des réveils à 5 balles, hein, je veux dire, on peut acheter un réveil, hein, il vaut mieux. Parce que de toute façon, comme toute la journée, on attend ces messages, on répond aux messages, on nous empêche au collège, au lycée d'y répondre, donc du coup je me précipite dessus sans arrêt. Le cerveau est en alerte permanente. Et la nuit, ceux qui ont pris trop l'habitude de dépendre de leur téléphone, d'aller chercher ce qui se passe sur les téléphones, ou d'attendre des messages et d'être frustré parce qu'on est en cours et qu'on ne peut pas voir si quelqu'un pense à nous, répond à nous, voilà. C'est la frustration qui grossit aussi au fil de la journée. Le cerveau est en alerte permanente. Bon ben ça crée énormément de troubles du sommeil. Là, alors il y a des articles à la peine, vraiment, qui ont montré ça, d'accord ? Parce que un cerveau en alerte, ça ne fait pas un sommeil récupérateur. Donc au lieu d'avoir du sommeil lent profond qui récupère bien, là, vous avez plein de petits micro-réveils. Alors bien sûr, l'ado n'en a pas conscience. Hein, quand vous demandez de ma tête à l'énormie, oui, ça va, oui. En termes de quantité, justement, de sommeil, et au niveau de la qualité du sommeil, ça n'a rien à voir. Et après, on s'étonne que la fatigue se généralise. Ça, c'est un premier résultat. Un autre résultat qui m'a vraiment interpellé, oui, après je passe à la question. Pardon, oui, c'est vrai. Un autre résultat qui m'a beaucoup interpellé, c'est justement les filles de 15 ans qui ont été interviewées justement sur leurs usages des réseaux sociaux et qui avaient un usage même modéré, même pas ceux qui passent 7 heures, 10 heures par jour, hein, même modéré en fait des réseaux sociaux, justement, créer
une insomnie 2 ans plus tard. Ça crée une insomnie 2 ans plus tard. Parce qu'à force d'être sur les réseaux sociaux, ben on attend, on prend l'habitude de répondre, de se réveiller au moindre message ou pas si c'est en mode action, mais en tout cas d'attendre ce message, et bien ça crée une insomnie 2 ans plus tard. Donc ça, c'est les études longitudinales. Parce qu'une des difficultés de la recherche, surtout française, c'est qu'on manque de moyens, et que pour vraiment avoir l'impact de telle chose sur autre chose, ce serait de faire des études qui se prolongent sur les mêmes enfants tout au long de plusieurs années, d'accord ? Donc ça, on n'a pas les moyens. Par contre, les Américains, les Japonais, les Asiatiques, c'est là où il y a le plus de risques et d'études faites sur l'usage des écrans, parce que c'est là qu'il y en a le plus. Dans le temps, moi, il n'y avait pas les téléphones qui font penser, peut-être encore maintenant, que le téléphone est un usage personnel. Donc voilà, c'était ça. Est-ce que le téléphone est l'équivalent du journal intime il y a 15 ans, 20 ans, voilà, bref. Oui. Oui, carrément. Et c'est surtout, à leurs yeux, on parle même maintenant d'extimité, c'est-à-dire dévoiler son intimité aux yeux de tous, c'est-à-dire que je partage ma vie, je balance des informations comme ça à qui veut. Il y a même des personnes que je ne connais pas qui vont me répondre, je peux participer à des blogs ou pas. Mais là, il y a vraiment un côté qui s'est développé. Et d'ailleurs, cette extimité, comme un journal intime, n'appelle pas forcément une réponse. D'ailleurs, je le dis, mais c'est pas forcément pour que j'ai un retour. Il y a vraiment un côté de je largue mon truc. Il y a un sentiment d'appartenir à un groupe à ce moment-là. Et en même temps, je suis avec personne et je dévoile les choses et j'ai le sentiment que ça me fait du bien. Quand il y a eu la vague Balance ton porc, il y a eu des milliers de femmes qui ont raconté leurs histoires à plein d'autres femmes qu'elles ne connaissaient pas, et elles disent qu'elles se sont senties complètement libérées de ça, comme si elles s'étaient confiées à leur propre journal intime et que ça avait été plus fort pour elles. Et pourtant, elles n'avaient pas forcément envie de rencontrer les femmes à qui elles en parlaient, elles n'avaient pas forcément envie non plus que de lire toujours les commentaires des autres. Donc oui, on est basculé vraiment au niveau de la personnalité, au niveau de son identité, à un rapport à l'outil qui est complètement métamorphosé par rapport à ça. Et c'est tout sauf ce journal intime. Exactement. Alors, moi j'avais une question. C'est tout sauf le journal intime, du coup. C'est un journal extime. Voilà. Moi j'ai une question. Donc on a entendu parler de plusieurs dates, 2005 YouTube, 2012 l'invasion des smartphones. Moi je voulais vous poser la question par rapport, vous nous parlez de saisine au niveau national, d'études de recherche, et à quel moment le corps médical s'empare de ces questions-là. Alors je ne veux pas parler des infirmières puéricultrices de PMI qui travaillent aussi dans notre sens, mais justement quand on s'interroge sur la toute petite enfance, nous pour être au quotidien auprès des familles, à aucun moment, alors c'est peut-être une question de territoire, mais à aucun moment on a une famille qui nous dit « Ah oui, mon médecin m'en a déjà parlé ». À aucun moment, les familles, quand elles vont voir leur médecin, leur posent la question des écrans et de leurs enfants. Donc au niveau national, à quel moment le corps médical s'empare aussi de la question ? Ah non, mais attendez, c'est pas une question de... Enfin, moi, je juge personne et ni j'accuse de qui que ce soit, parce que quand je travaillais sur le sommeil avec le docteur Chalemel, on allait faire des formations médecins aussi, alors qu'ils font 10 ans d'études. Et pourtant, le sommeil, c'est 40% des troubles, d'un généraliste, par exemple. Donc c'est pas qu'ils s'en emparent pas, c'est qu'effectivement, il y a plein d'endroits. C'est comme ce matin, j'entendais critiquer l'éducation nationale, mais si vous allez sur le site du gouvernement, il y a énormément de choses aussi faites sur les écrans. Ils ont même introduit justement un enseignement, l'éducation numérique à l'information. Donc il y a plein de choses qui sont faites partout, sauf qu'après ça va être des initiatives personnelles. C'est à ce niveau-là qu'on va voir la différence, effectivement, entre des médecins, entre des enseignants et entre beaucoup de personnes. Mais les injonctions, elles y sont, les injonctions, ou sans que ce soit des injonctions, les ressources, les moyens justement, rarement, malheureusement. Mais les médecins, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de se former, ils n'ont pas le temps d'aller lire la littérature en anglais, parce que c'est anglophone, la littérature scientifique. Oui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites dans ce sens-là. Depuis combien de temps la mention dans le carnet de santé ? C'est ce que j'allais dire. En 2018, il y a eu 2 préconisations qui se sont intégrées au carnet de santé. La première, c'est on n'expose pas un bébé, en tout cas un enfant de moins de 3 ans, dans un espace où la télé est continuellement allumée. Et la deuxième préconisation, c'est on ne propose pas un smartphone ou une tablette ou une télé à un enfant lorsqu'il pleure, avant de dormir et pendant les repas.
Donc le fait que déjà ça intègre le carnet de santé, comme les préconisations autour de l'alimentation, où on ne laisse pas tout seul un bébé dans son bain, tous les risques commencent à être intégrés. À savoir que certains départements ont pris le choix d'intégrer d'autres préconisations autour des écrans. Maintenant, oui, c'est une problématique, on y vient. Je pense qu'il y a de plus en plus de professionnels de la santé qui se saisissent de cette question. Moi, dans mon cabinet, j'ai des pédiatres qui disent bah, tiens, j'ai encore posé la question parce que quand ils voient des enfants qui ne parlent pas du tout, ils se disent tiens, est-ce qu'il y a un retard de langage, et ils commencent à poser la question. Et même en crèche, il y a de plus en plus de structures qui demandent, lorsqu'ils font la familiarisation ou l'adaptation, tout dépend du terme choisi des structures, ils demandent, et sinon à la maison, est-ce que la télé est allumée, est-ce que l'enfant va sur les écrans? Ça commence petit à petit à être des questions qui sont posées, et même à l'école. Moi, je me rappelle même les enseignants, en maternelle comme en primaire, qui commencent à dire est-ce que vous avez un écran pour vous? Est-ce que vous avez une télé dans votre chambre, etc. Et du coup, on découvre comme ça, il peut y avoir une sensibilisation. Mais on y vient. Mais je suis d'accord qu'on n'est pas encore dans quelque chose de systématique et de très fort. La question de comment on gère les écrans à la maison et quel impact ça a sur les relations parents-enfants, puisqu'on parlait de la question des conflits, la question de l'autonomie, la question de l'autorégulation également, comment on apprend à s'autoréguler. J'ai entendu ce matin à plusieurs moments, est-ce que les enfants sont des experts? Est-ce qu'on peut les considérer comme des experts? La question de jusqu'où on les surveille, jusqu'où on va dans l'accompagnement, est-ce que ça va jusqu'à la surveillance? Voilà, vos réactions. Je vous donne la parole, Camille et Malélie. Du coup, pour revenir sur la notion d'expert, notamment d'expertise dans l'usage, c'est-à-dire à quel moment il va falloir qu'on questionne l'enfant, pour savoir comment il l'utilise, à quoi il joue, sur quel temps, à quel moment, et ne pas interpréter forcément ses besoins. On était plutôt sur cet aspect-là en termes d'expertise. Lorsqu'on qualifie les enfants d'experts, c'est plutôt experts dans l'usage. Au-delà de ça, les différents échanges qu'on a pu avoir avec des parents et des enfants, c'est qu'effectivement, les quelques échanges qu'on a pu avoir, on se rend bien compte que pour les parents, c'est pas ce qu'ils ont géré, que très vite, ça devient des situations conflictuelles. Ils ont du mal à prendre toute leur légitimité pour pouvoir poser les choses en disant là, c'est le cadre, et c'est comme ça. C'est Guillaume Gillet, du coup, sur une intervention à la Cité des Familles de la CAF à Grenoble, dans une conférence qu'on peut retrouver sur Parents Live, une synthèse de la conférence, qui exprime plutôt bien ça, la légitimité, prendre une légitimité, vraiment toute la légitimité de parents. On a aussi beaucoup de parents qui nous parlent de babysitter, qui nous disent bon, voilà, finalement, l'écran c'est aussi la meilleure babysitter qu'on puisse avoir. Effectivement, on se rend bien compte des dangers que ça peut susciter, mais qui pour le coup, voilà, dans le quotidien des parents, et c'est là où on est quand même très prudent, c'est dans la forme de culpabilisation, à quel moment les parents vont culpabiliser si on amène les choses de manière un petit peu trop, frontale. Et il s'avère que, effectivement, les parents, eux, se positionnent tant que possible en tant qu'accompagnateurs, mais ils ont quand même beaucoup de mal, à gérer l'ensemble. Pour revenir aussi rapidement sur les dispositifs et ce qui est mis en place, enfin, on se rend bien compte, et c'était la question de monsieur sur ce qui est mis en œuvre aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a quand même un mouvement qui s'opère, un virage. Enfin, on me dirait si je me trompe ou pas, mais quand je vois même des diffuseurs, enfin, les premiers concernés, à savoir ceux qui vendent des téléphones, des opérateurs, au jour d'aujourd'hui, créer des applications pour mesurer le temps qu'on passe dessus, parce qu'on se rend bien compte qu'on est au bout d'un cycle, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que l'outil numérique est dangereux, donc pour continuer à vendre leur téléphone, installe aussi différentes applications. Enfin, la dernière pub de Orange qui m'a personnellement interpellé, où la pub dit sur un arrêt de bus « Bravo, vous avez détourné les yeux de votre téléphone ». Et on sent bien qu'il y a une espèce de virage qui est en train de s'opérer, dans le sens où les parents, les usagers, en sentent les limites de l'outil. Conflit, c'est une situation en fait qu'on désire et qu'on n'a pas. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de conflit dans la famille? Fais tes devoirs, j'ai pas envie, viens à table, attends, je finis mon jeu, il faut faire ça, j'ai pas de... Vous voyez, la définition est tellement simple
que ceux qui me disent qu'ils n'ont pas de conflit dans leur famille, c'est pas normal. Parce que après, il y a conflit et conflit. Ça peut créer effectivement des gros conflits, là, il faut peut-être se faire aider. Mais en tout cas, avoir une médiation. Mais sinon, des conflits, c'est constructif, c'est normal dans une famille. Voilà. C'est comme ça qu'on va justement presque apprendre à éduquer. Hein, quand on empêche notre bébé de toucher les plantes ou de mettre les mains dans une prise, à la limite, c'est déjà presque conflit, sauf qu'il ne va pas le dire à la hauteur d'un ado de 1m90, par exemple. Donc c'est par l'interdiction qu'on va finalement éduquer aux règles. Hein, et avoir de l'autorité, c'est ce qui était important dans l'accompagnement. Avoir une certaine autorité, c'est autoriser les choses. Et pas l'autorité qui fait mauvaise presse aujourd'hui, où on confond autorité et autocratie ou dictature ou je ne sais quoi. Être autoritaire, c'est juste autoriser des choses. Et si on autorise des choses, eh bien on en interdit d'autres. Et justement, le meilleur accompagnement par rapport aux usages des écrans, c'est comme pour toute autre activité finalement, dans la vie quotidienne, éducative, c'est je t'interdis Fortnite par exemple, mais je t'autorise ça. Je t'autorise effectivement de regarder tes messages de telle heure à telle heure, mais je t'interdis ça. Et plus il y aura comme ça une balance, enfin un balancement, je ne sais pas comment on peut dire, enfin, le juste milieu entre interdiction et autorisation, plus l'enfant va pouvoir comprendre un petit peu ce que c'est que d'abord être éduqué déjà. Renvoyer effectivement, reconnaître l'autorité de ses parents, et puis comprendre que oui, ça se désire, il y a des choses qui se désirent. Moi je dis toujours à tout le monde, mais même à les étudiants, hein, qui sont sans arrêt en train de répondre dans la seconde et qui reçoivent un truc sur leur téléphone, hein, je dis mais faites-vous désirer. Faites-vous désirer, faisons rentrer du désir dans la vie. La société d'aujourd'hui, c'est la satisfaction immédiate. Et ça, c'est hyper frustrant, hein, dès qu'on ne peut pas satisfaire quoi que ce soit. Donc ça crée des troubles justement aussi à ce niveau-là. Mais voilà, faisons rentrer du délai, du désir. Si on offre un smartphone en 6e, mais qu'est-ce que vous allez offrir à un gamin de 15 ans après? En seconde. Et qu'est-ce que vous allez offrir à un gamin de 18 ans? Vous voyez, donc ça devient crescendo. On est dans des offres comme ça, et ça c'est un mauvais accompagnement parce qu'on ne se sent pas légitime, parce qu'on a peur que notre enfant ne soit pas heureux. D'accord? Et la légitimité, effectivement, c'est d'essayer de faire au moins ce de montrer effectivement quand on va être là pour accompagner. De resituer le discours enfin expert par rapport aux usages, hein, juste voilà, ils savent mieux se servir de Fortnite que nous, hein, voilà. Mais c'est par contre, pour rejoindre ce que dit Christine, c'est les parents arrivent, même s'ils ne connaissent pas les outils, on s'est rendu compte en discutant avec les parents, avec les enfants, qu'ils arrivent à utiliser leurs propres ressources de parents, c'est-à-dire le cadre. Le cadre, l'autorité, et c'est quelque chose voilà, d'universel en fait, quel que soit le sujet. Et on s'est rendu compte aussi, en travaillant avec les enfants et avec les parents, c'est que, par exemple, sur une séance, sur 6 séances de déroulement où les enfants voilà, travaillaient sur la question des écrans, ils en parlent à la maison, du coup il y a débat, et au bout de toutes ces séances, nous on demande un retour aux enfants, ben voilà, est-ce que vous en avez parlé en famille, comment ça s'est passé? Et il s'avère que souvent, la plupart du temps, les enfants nous disent, ben oui, on en a parlé, et aujourd'hui, je passe moins de temps sur mes jeux vidéo, ou alors j'utilise plus tel réseau social, etc., etc. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait eu un débat, un échange, et que les enfants étaient d'accord en fait. Et même à la base, hein, il y a énormément de choses où, au final, les enfants n'ont pas tant envie que ça, quoi. La télé allumée pendant les repas, la majorité des enfants nous ont dit les infos, moi j'ai pas envie. Je préfère aller faire du vélo plutôt que jouer aux jeux vidéo. Ça, c'est des choses que les enfants nous ont dit. Hein. On a des témoignages. Je préfère faire des jeux de société avec mes parents plutôt que de regarder des dessins animés. Voilà. Donc, il y a vraiment des ressources en fait qui existent que les parents finissent par retrouver quand ils se retrouvent confrontés à ces difficultés de connaissance, d'utilisation de ces réseaux sociaux ou ces jeux vidéo. Quand je ne sais pas ce que c'est, et ben je me tourne sur ma compétence parentale, je m'appuie dessus. Voilà. C'est vraiment ce qu'on a constaté le plus en discutant avec les parents et avec les enfants. Mais du coup, pour rebondir, c'est là où, quelquefois, on voit toujours le problème sur l'angle. L'enfant ne fait pas bon usage des outils qu'il a à ses dispositions, mais quelque part, il y a aussi des parents qui ne cherchent pas, en effet, à trouver une alternance. C'est ce que tu disais. Est-ce qu'ils proposent autre chose? Parce que souvent ils font non mais tu fais pas ça et puis derrière il n'y a rien d'autre. On ne propose pas qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre. Ou même le parent ne se rend pas forcément disponible. Donc il y a un côté où l'enfant ou le jeune il a envie de faire plein de trucs,
mais le parent n'est pas disponible. Donc finalement, ça l'arrange bien le parent qu'il soit derrière son écran parce que du coup, il n'a pas à s'en occuper. Le tout, c'est de pouvoir aussi resituer la situation, de se dire, mais tout le monde y retrouve son compte, et non pas de dire, c'est les jeunes, ils s'enferment dans leur chambre, mais ouais, mais du coup, est-ce qu'on leur propose autre chose? C'est vraiment l'alternance. Et cette alternance, si on arrive à la créer dès qu'ils sont tout petits, et au début, l'écran il est tout petit comme ça, et petit à petit, en grandissant, la place de l'écran peut grandir, mais toujours favoriser le jeu, la musique, le sport, la lecture, la manipulation, tout ce qui est aussi autour de la maison. Moi, pour en revenir aux tout petits, j'ai fait une intervention en crèche il n'y a pas longtemps. Il y a des parents qui disent « Ouais, mais moi, faut que je fasse à manger, des fois je dois sortir le linge. » Quel âge a votre enfant, madame? 2 ans et demi. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas vous aider à sortir le linge? Est-ce qu'il ne pourrait pas vous aider à nettoyer les légumes? Ah si, j'y avais jamais pensé. Et du coup, c'est aussi se dire, finalement, les enfants, ils aiment participer à ce qui se passe autour d'eux. Et c'est pas parce que, des fois, c'est pénible, parce qu'il faut évidemment tout lui expliquer, que finalement, on en retrouve plus de facilité que de devoir dire, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Depuis qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont en permanence confrontés à la frustration, malheureusement. Plus que si c'était dans leur famille. Parce que c'est ça que je voulais dire et que je l'ai oublié tout à l'heure à l'instant. C'est que, en fait, c'est les parents qui ont peur de beaucoup de choses. Quand on demande aux enfants, ils nous disent que si, que là. Même les enfants, ils sont capables de vous dire, effectivement, heureusement que papa, maman m'arrête de jouer parce que je ne suis pas capable de jouer. Ça, c'est la fameuse autorégulation, effectivement, du cortex frontal quand on en parlait tout à l'heure. Mais ils attendent, il ne faut surtout pas qu'ils se sentent tout puissants. Mais les parents ont peur. Quand ils vous disent, oui, mais si je lui laisse pas faire ça, si je lui donne pas de téléphone, il aura plus d'amis. Mais je dis, mais qui vous dit qu'il aura plus d'amis? S'il a plus d'amis parce qu'il n'a pas de téléphone, parce qu'il joue pas à Fortnite, parce qu'il n'a pas ci, parce qu'il n'a pas là, ça veut dire que c'est pas des amis, quoi. Et donc les parents ont beaucoup plus peur même que leurs enfants, en termes de non-intégration, d'exclusion. Et donc au niveau de la frustration, c'est pareil. Mais tout ce qui ressort sur les réseaux sociaux, mais ça c'est vrai aussi pour tout le monde, il y a un tel biais d'optimisme. Ressortez vos albums papier. Dans les albums papier, on ne mettait pas les photos, on était les plus moches, on pleurait, on n'était pas bien à l'aise. Donc, non, il y a les albums et Snap et tous les Instagram et tout ça maintenant d'aujourd'hui, c'est effectivement le bonheur à tout prix. Alors déjà la société de façon générale, c'est le bonheur à tout prix. Développement personnel, le bonheur à tout prix, etc. Donc vous avez des jeunes qui sont de plus en plus frustrés, envieux, en colère, parce qu'ils s'aperçoivent que là-bas, je vois sans arrêt des images, ils n'arrêtent pas de partir en voyage, ils n'arrêtent pas de montrer ça, ils n'arrêtent pas de faire ça, ils n'arrêtent pas d'acheter ça, des gens, des filles heureuses, etc., etc. Eh bien, ça crée énormément une faiblesse de soi. Et toutes les filles qui sont sur les réseaux sociaux, en fait, ont une très faible estime d'elles-mêmes. Les filles encore plus, les garçons aussi, tout le monde, parce qu'on est dans la société de l'image. Et donc, comme c'est par rapport, alors c'est aussi l'apparence, la relation au corps, donc il y a des frustrations permanentes. Quand on est sur un réseau social, on y va parce qu'on va voir combien on a d'amis, combien on met des commentaires, des likes, et si ma flamme reste enflammée, etc. etc. Quand c'est pas le cas, alors déjà, c'est l'inquiétude de savoir si oui, il va y avoir des réactions, des fois tout ça, mais en plus, quand c'est pas le cas, ça crée énormément de frustration, et même de colère, et même de tristesse, et même de souffrance, quoi. Alors, je redonne la parole à Magali. Merci. C'est pour rebondir à cette histoire d'angoisse des parents. Oui, c'est quelque chose qu'on a constaté. Souvent, ceux qui arrivent à verbaliser ça, cette angoisse, c'est quelque chose qui est commun, et d'autant plus qu'ils ne connaissent pas justement les jeux ou les outils que les enfants utilisent. Donc ça rajoute à leur angoisse, parce que ça leur échappe, pas moyen de contrôle, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte aussi en discutant avec les enfants que souvent les enfants parvenaient à trouver leurs propres ressources. C'est-à-dire que, en citant l'exemple de mauvaises rencontres sur Internet, ou de pédophiles, clairement, sur TikTok, nous on a des enfants, j'ai assisté à des échanges en direct où les enfants entre eux se donnaient des techniques. Alors non, lui il ne faut pas le bloquer si tu ne le connais pas, surtout si tu envoies une photo de... Voilà. Parce que clairement, les enfants reçoivent des photos... voilà. Je pense que vous êtes au courant des chasseurs de pédophiles. Oui. Voilà, c'est des parents qui, anonymement, créent des faux profils d'enfants pour rentrer en contact avec des adultes, et ils sont contactés. Et
et ensuite ils les rencontrent, et du coup ils ont des papiers officiels à la main, hein, voilà. C'est-à-dire que tout est enregistré, filmé, et ensuite ils déposent des plaintes, soit à la police, au commissariat, soit directement au tribunal. Donc pour en venir à ça, les enfants, en fait, comme ils sont livrés un peu à eux-mêmes, soit parce qu'ils ont peur d'en parler, soit parce que juste ils ignorent en fait comment parler à leurs parents, et ben ils se donnent des tuyaux entre eux. Donc ils arrivent quand même, dans tout ça, on en revient à la résilience et à l'adaptation des enfants au final. Pas tous, mais Il y en a qui arrivent, quoi, donc ils se donnent, même ceux qui ne savent pas comment s'en servir, ils peuvent trouver du soutien auprès des autres. Donc les jeunes ne sont pas que dans le harcèlement aussi avec l'utilisation du numérique, ils peuvent aussi être ressources. Et puis, pour faire des expériences aussi, par exemple, quand les jeunes partent tous ensemble dans un séjour et on leur dit bah, durant le séjour, il n'y a pas le téléphone ou quoi que ce soit, et au début ça râle. Mais le simple fait de savoir qu'ils sont tous ensemble à la même enseigne, bah, finalement ils le vivent très bien. Et limite, c'est les parents qui deviennent dingues parce qu'ils ont zéro nouvelle de leur enfant. Donc finalement, on voit bien qu'ils peuvent être en capacité à savoir justement prendre de la distance. Le tout, c'est aussi les mettre dans cette posture-là. En fait, donc quand même, effectivement, ils ont beaucoup de ressources et beaucoup d'aide sur les sites et les applis, les réseaux sociaux et tout ça. Mais un dernier article a montré quand même que la fracture sociale autour du numérique, elle vient non pas de l'accès au numérique, mais bien aux compétences numériques qu'il faut avoir pour profiter des opportunités d'Internet et pour se prévenir des risques. Donc il y en a quand même, malgré tout, il parlait de Discord là. Moi j'ai vu en consultation des adolescentes de 15 ans se faire vraiment avoir sur Discord parce qu'on croit qu'on a affaire à des joueurs de jeux vidéo et en fait justement c'est des... Alors au départ ça peut être le petit copain à tout prix, hein, parce que l'une des motivations c'est je veux être en couple, je veux montrer que je suis en couple, je veux montrer que j'ai un petit copain à tout prix, ça bascule autour de 15 ans, ça en termes de développement. Et de montrer ses seins, son torse, d'autres et j'en passe sur Internet, ça montre justement que l'on plaît, qu'on est en couple et qu'on est en train de conforter ou consolider le couple. Quoi. Voilà. Donc là, il y a des choses, donc, quel que soit le niveau social par contre, là, et quel que soit le niveau d'intelligence, si la motivation à tout prix, c'est de garder son petit copain, eh bien, vous aurez beau tenir tous les discours du monde, il faudra au contraire revenir sur la psychologie de l'adolescence et essayer de comprendre pourquoi c'est important à ses yeux d'avoir un petit copain à tout prix. Et ça, c'est vrai même chez les étudiants, ils disent mais mon copain, il veut à tout prix qu'on fasse ce qu'il voit sur ses sites porno. Je dis qu'est-ce que je fais? Je dis qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais te donner mon avis personnel, je le quitte. Et toi, tu le quittes. Elle me dit, non, j'ai pas envie de rester seule. Vous voyez, c'est pour ça que l'histoire des motivations derrière sont hyper importantes pour ces leviers de parole, en fait, hein, savoir ce qu'on en fait de ce qu'ils nous disent. Ils savent pas, les gamins, ils utilisent sans comprendre le fonctionnement et du coup, où ça en est? Et y a-t-il une perspective de travailler dans un programme scolaire dans le futur ou pas? Alors oui, hein, c'est fait. Et alors ça fait partie maintenant des demandes du ministère de l'Éducation qu'il y ait une éducation média. Maintenant, les enseignants sont de plus en plus formés, accompagnés pour faire ces actions-là. Si eux-mêmes ne peuvent pas y avoir accès, ils font appel au réseau de la ville, au réseau du département. Il y a différentes associations qui interviennent et qui peuvent justement faire des interventions pour expliquer qu'est-ce que c'est Internet, les règles d'Internet. Il y a le permis Internet, il y a même la police qui intervient dans les établissements pour sensibiliser justement sur le cyberharcèlement, être un cyber-citoyen. Donc il y a beaucoup, au contraire, il y a de plus en plus d'actions qui sont mises en place. Et d'ailleurs, derrière, c'est les enfants qui vont expliquer à leurs parents, mais tu sais qu'il faut mettre un mot de passe différent sur tous les sites et pas mettre le même. Mais tu sais qu'il va falloir effacer ton historique quand tu vas sur Internet, les cookies, etc. Donc c'est de plus en plus mis en place, sauf que forcément, il y a plein d'adultes qui ne sont pas au courant des règles d'Internet, qui ne savent pas tout ça. Donc comment les enfants pourraient le faire si déjà leurs propres parents ne sont même pas au courant de tout ça? Donc finalement, voilà, petit à petit, on commence à tous avoir un mode d'emploi numérique. On commence à le créer, on peut y avoir accès, et puis même sur Internet, vous pouvez taper, il y a plein de supports gratuits qui existent, qui sont très ludiques et très sympas à utiliser. Quels sont les liens entre la phobie scolaire et les écrans? Alors
ça, il y a plein d'articles qui sortent là-dessus, justement, parce que la phobie scolaire aujourd'hui est devenue de la phobie sociale. Et à cause de votre... Mais non, mais vraiment, on ne se rend pas compte du tout de la société de l'image dans laquelle on est. C'est pour ça que moi, je remercie des maisons d'image comme ici, comme on a Grenoble, hein, enfin, toutes ces associations qui travaillent sur l'information et sur l'image, finalement, aussi, quoi. Parce que en conférence, il y en a plein qui me disent ah mais moi ma fille elle se prend en photo le matin et elle envoie la photo à ses copines pour savoir si elle peut arriver habillée comme ça, quoi. Donc c'est la peur, la frousse au ventre, vraiment, la peur effectivement d'arriver dans l'établissement scolaire, de la moindre parole, le moindre je sais pas, le moindre vêtement qu'on peut porter, tout ce qui est autour de leur culture soi-disant adolescente, hein, mais surtout la culture du marketing et de la société de consommation dans laquelle on est, peut faire l'objet d'un SMS ou d'une image en fait diffusée à tous. Donc ça devient vraiment de la phobie sociale, ce qui empêche après l'adolescent petit à petit d'aller à l'école. Après je ne rentre pas dans les vraies phobies scolaires, voilà. C'est quand même multifactoriel. Mais en lien avec les écrans, ça peut être quand même beaucoup ça. Là, quand on se retrouve avec une tablette à la maison, qu'on n'a pas forcément choisi, voilà, qu'est-ce qui est mis en place vraiment autour de ça? Voilà, enfin, moi je rencontre quand même pas mal de parents démunis, et même si on apporte un certain nombre d'outils, on voit bien que la question est large et voilà, on n'a pas fait complètement le tour, quoi. Donc, bien sûr, mais vu que c'est tout nouveau et vu qu'ils n'ont pas de modèle, encore une fois, on retourne toujours sur... C'est difficile de mettre un cadre sur quelque chose qu'on n'a jamais vécu soi-même. Quand on a vécu un cadre, qui soit très strict ou au contraire très laxiste, on peut toujours s'être fait son propre avis. Mais là, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc c'est vrai que c'est difficile. Maintenant, comme ce qui a été signifié, c'est vrai que même si on ne connaît pas l'outil, là on parle des écrans, mais ça peut être l'envie de conduire une voiture et de la réparer soi-même, de faire la mécanique et du coup s'amuser à rouler très vite avec, etc. Peu importe. Il y a toujours la question de qu'est-ce que moi j'ai l'impression qui est juste pour mon enfant ou pas. Après, certaines familles ne se posent même pas cette question-là. Ils sont non, bah, tout va très vite à l'école, donc il y a une tablette, ah bah d'accord. Ils n'arrivent pas, c'est difficile de mettre un cadre. Le tout, c'est vraiment leur dire, bah, parler avec, enfin, c'est continuer à garder le dialogue. C'est au moins parler avec l'enfant et puis aussi veiller à ce qu'il y ait toujours cette communication avec ce dernier. Déjà, s'il y a ça, après, derrière, bah, petit à petit, si ces familles elles viennent vers vous, vous pourrez après les accompagner et leur proposer des choses et des actions à mettre en place. Et après, ce qui marche bien également, c'est de faire des rencontres avec plusieurs familles et avec leurs jeunes, et justement qu'elles puissent voir avec d'autres familles et de se dire elles ne sont pas toutes seules. Parce que ce qui est difficile pour les familles lorsqu'elles sont en difficulté pour mettre un cadre, c'est de se dire mais il n'y a que moi qui vis ça ou on est tous en train de galérer en fait. Et ce qui est très appréciable justement, c'est de se retrouver avec d'autres personnes, de pouvoir en échanger, et puis chacun se donne ses petites choses, trucs et astuces. Et là, il y a comme on lève un peu le mouchoir sur ce tabou qui est de mais comment ça se fait que j'arrive pas à gérer? Ah bah finalement, peut-être que je vais pouvoir mettre des choses en place. Et vos interventions, le fait que vous voyez plusieurs fois les familles, les enfants, ça crée du lien. Et je suis sûre que ça va créer du lien face à des familles justement qui, elles étaient paumées par rapport à ça, et ça a été comme un chausse-pied pour elles pendant un temps, et puis arrive un moment, ça y est, elles ont fait la chaussure et elles arrivent à marcher sans prendre le chausse-pied. Être responsable, ça ne veut pas dire être parfait. C'est-à-dire quand on demande une certaine responsabilité de la part de tous, et d'ailleurs c'est l'affaire de tous, ça ne veut pas dire qu'on va réussir. C'est-à-dire à arriver à gérer et tout ça. Donc moi, je déculpabilise vraiment tout le monde, comme je le faisais même pendant les consultations sur le sommeil avant. En fait. Je veux dire, toutes les mères qui laissent leur bébé à la nounou, à la crèche le matin, qui se sentent coupables d'aller travailler, on déculpabilise tout le monde, parce que c'est l'éveil du matin qui est le plus important pour le rythme circadien, etc. etc. Là, au niveau des écrans, c'est impossible d'être parfait. Il y a trop de difficultés justement à comprendre une situation. Quand tu dis il faut garder le dialogue, mais non, mais le dialogue on n'a même pas avec nos ados. Ils font tout pour par texto. Oui. Non, mais ce que je veux dire, il y a des familles où de toute façon il n'y a pas de dialogue, et il y a des familles où il y aura des dialogues et il y aura des problèmes aussi. Parce que justement, ce qui est important, c'est de savoir vraiment derrière la motivation qu'ils ont. D'accord ? Le film Trust le montre très très bien autour de la pédophilie justement.
Là, il y a un super dialogue dans la famille, qui est vraiment super, cette famille, tout ça. Et pourtant, elle se fait avoir justement par un pédophile sur Internet. Vous voyez, donc c'est pas si simple. C'est pas parce qu'il y a du dialogue que ça marche, c'est pas parce qu'il n'y a pas de dialogue que ça marche pas, etc. etc. Mais il faut surtout ne juger personne. Moi, quand une maman me dit, mais moi je préfère que ce soit sur son écran plutôt que dans le hall d'entrée où il y a tous les dealers, on entend complètement ça. Je veux dire, c'est évident. C'est grave. Quand on me dit, c'est plus facile pour moi qu'elle ait sa poupée et puis tous ces vêtements poupées carrément sur une application à 1 € par mois ou même pas, ou c'est parfois gratuit, plutôt que de lui acheter 36 000 jouets dans la maison parce que j'ai pas les moyens. Vous voyez, donc on va surtout pas rentrer par là. Parce qu'il y aura toujours une bonne raison en fait pour le parent de se comporter de telle manière. Et puis comme vous dites, ici on serait pas mal traumatisé si on avait compté des heures devant lesquelles on était passé devant la télé, quoi. Vous voyez. Donc c'est pas des traumatismes parfaits, mais c'est le danger, le risque, il est vraiment au niveau de l'attention, de la perte de l'attention, de la perte de la communication, de la perte effectivement de l'autonomie de certaines choses, parce qu'on est de plus en plus guidé par ces écrans, et parce que ça devient l'objet, l'outil principal de la maison, que ce soit du côté des parents, que ce soit du côté des enfants. C'est ça, simplement. La responsabilité va être surtout en termes d'éducation, comme dans n'importe. Moi, un gamin qui lit toute la journée un bouquin, qui lit un bouquin toute la journée, qui ne lève pas les yeux pour nous dire bonjour parce qu'il est passionné par ce qu'il est en train de lire, ça me choque autant que celui qui est sur son jeu vidéo. Pour moi, c'est le même comportement, vous voyez. Et pourtant, on ne va rien dire parce que c'est un livre. Alors que la légitimité du parent, c'est plutôt la politesse, l'éducation et la politesse. Je lève la tête, il y a des gens qui rentrent, je lève la tête, je dis bonjour, et puis je me remets dans ma lecture après, quoi. Donc on confond un petit peu parfois les attentes qu'on attend effectivement des parents aussi. Pour échanger sur la question de la posture des professionnels, parce que Fleur doit partir dans pas très longtemps, comment toi tu te situes par rapport à cette question de la posture des professionnels d'une part et d'autre part par rapport aux différents courants, j'aimerais aussi avoir ton regard, puisque aujourd'hui, donc il y a Michel Desmurger, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a sorti un livre qui s'appelle Le crétin digital. Il y a eu un moment, je dirais il y a de ça plutôt 1 ou 2 ans, le collectif Cause a beaucoup fait parler de lui, avec le docteur Ducanda et accompagné d'autres professionnels de la petite enfance ou de la santé. Est-ce que Fleur, tu peux rebondir sur ces sujets ? Alors, ce qui est intéressant sur le sujet des écrans, et en fait c'est pareil pour tous les sujets en prévention, dès qu'on est dans une action où on pointe du doigt le danger, dès qu'on est dans quelque chose qui est très flippant, moralisateur, l'action de prévention ne fonctionne pas. D'ailleurs, quand Serge Tisseron il a commencé à poser les balises, il disait « pas d'écran avant 3 ans ». Et très vite, il a modifié parce qu'il se rendait compte que derrière, ça ne fonctionnait pas, on fermait plus les oreilles qu'on les ouvrait, avec on évite au maximum, où les écrans avant 3 ans, ça n'a pas leur place, maintenant, sinon comment, etc. Mais regardez les cigarettes aujourd'hui. On voit maintenant sur les paquets de cigarettes des poumons dans des états incroyables, ou des gorges, on voit des organes qui ont subi des cancers liés à la grande consommation de cigarettes. Et derrière, lorsqu'on interroge les fumeurs, il n'y en a pas qui nous disent depuis qu'il y a les photos, j'ai arrêté de fumer. Ça n'a pas fonctionné. Et pourtant, on continue. Mais on voit bien que dès qu'on est dans quelque chose qui fait peur, il y a une dissonance qui se met un peu en place. C'est le fait que on a conscience du danger et en même temps, notre cerveau se dit de toute façon, ça ne m'arrivera pas à moi. Le fait de crier au loup et de dire « attention, les écrans, c'est hyper grave », il y a un côté où on se dit « mais en même temps, moi, ça m'a permis de découvrir ça m'a permis de me faire des amis à un moment donné, ça m'a permis de faire un jeu vidéo et je me sens hyper fort quand j'y joue ». Donc c'est hyper compliqué d'entendre le discours. Ce qui est intéressant en tant que professionnel, c'est d'éveiller à la critique, c'est de se positionner et de se dire « ok, finalement ». Qu'est-ce que cette personne, elle y retrouve, encore une fois? On retourne toujours la même chose. Qu'est-ce qu'elle y gagne face à l'écran? Et plutôt de lui dire, non, il n'en faudrait pas ou il en faudrait moins, c'est de dire, ok, donc vous aujourd'hui, vous en consommez de telle manière, ou votre enfant en consomme de telle manière. Qu'est-ce que vous aimeriez? Et les amener à se positionner, eux, et les amener à se questionner. C'est ça qui va être intéressant. Et l'esprit critique est toujours plus intéressant que de dire, il faut
ou il ne faut pas. C'est un petit peu la théorie du complot. Moi, quand j'interviens dans les collèges et qu'il y en a qui disent « Mais si, ça existe, si, moi j'ai vu tel article, je suis sûre, il y a eu des extraterrestres à tel endroit, en plus, il y avait des crop circles dans le champ, c'était impossible que ce soit un humain qui l'ait fait parce que ça s'est fait passer en 2 heures la nuit. » Et on sent ce jeune, il y croit dur comme fer. Moi, je vais pas lui dire « Mais n'importe quoi, c'est ridicule. » Par contre, ça va être d'où est-ce que tu tiens l'info? Bah, je l'ai lu dans un petit truc sur Facebook. Ok, mais qui a publié ça? Et c'est de les amener à se questionner, c'est de les amener à se poser justement les bonnes questions. On étudie toujours l'origine de la source. Et après, les autres vont intervenir en disant mais oui, moi je l'ai vu, moi j'y crois, moi j'y crois pas. Et moi, je vais pas être la personne à leur dire bah, c'est nul ce en quoi tu crois, mais ça va être, en tout cas c'est intéressant, moi je vois que c'est un sujet qui t'intéresse. Je t'invite à continuer à poursuivre tes recherches et quand on parle, il faut que tu aies le maximum d'outils derrière toi pour dire pourquoi tu y crois. Par contre, si tu dis que tu y crois parce que tu y crois, bah, c'est compliqué d'avancer des arguments. Mais d'où est-ce que tu tiens tes sources? Et si derrière, bah, tu as un article du Figaro, du Monde, ou de ce que vous voulez, des gros supports médiatiques qui convergent dans ton sens, bah, c'est sûr que tes propos seront plus entendus que si c'est une petite feuille de chou du village d'à côté et qu'il n'y a qu'une personne qui en a parlé une seule fois dans toute la création de la Terre. Et c'est vraiment ça qui va être intéressant en tant que professionnel. Peu importe comment vous allez intervenir, c'est de dire qu'est-ce que vous y gagnez. Quand il y a un parent qui vous dit franchement, moi je rentre le soir, je suis lessivé, je suis ma vie, mais je suis tellement content qu'il y ait Gulli, je les calme là dans le canapé, et là pendant un moment ça me fait ma petite bulle, je me mets à faire à manger, et puis après on mange et voilà. On ne va pas lui dire, bah non, madame, c'est n'importe quoi ce que vous faites, vous vous rendez compte, vous les maltraitez, vos enfants, ça ne va pas les mettre devant les écrans, ils vont devenir crétins. Ça va être, bah oui, je comprends votre difficulté, en effet, des fois ça fait du bien de pouvoir le faire. Peut-être par contre que Gulli n'est pas le meilleur des supports, avec quelques dessins animés comme ça, avec bourré de publicité, c'est pas le top. Peut-être que si c'est possible pour vous, trouvez du replay, parce qu'au moins vous pouvez savoir c'est quoi le sujet, connaître la durée, vérifier si c'est bien le bon âge, et ainsi de suite. Et là, vous allez pouvoir guider en proposant de ne pas modifier complètement ce qu'il fait, mais basculer dans le quantitatif à du qualitatif. Et quand il dit oui, mais j'en ai marre, il fait que des jeux vidéo, et ça va être, bah, s'il adore ça, si c'est un jeu vidéo de son âge, bah, dans ces cas-là, ça va. Maintenant, s'il a 8 ans et qu'il joue à Fortnite alors que c'est interdit moins de 12, c'est dire, bah, je comprends, il a envie de faire comme tous ses copains, mais peut-être que ça serait quand même chouette qu'il puisse, pourquoi pas faire des jeux, mais des jeux de son âge. Donc c'est ça qui va être intéressant pour le parent, c'est qu'il voit que vous êtes à son écoute, que vous allez quand même un peu dans son sens, que vous comprenez ses difficultés, mais en même temps que vous ne mettiez pas les gros stops qui font plus reculer qu'autre chose. On est vraiment dans apprivoiser les écrans, essayer de faire quelque chose que ça devienne quelque chose de facilitateur et non pas où on en devient complètement démuni, enfin pas démuni, mais on en vient passif et on ne sait plus comment faire. En tant que professionnel, ça va être ça la grande mission. Et puis du coup, bah, en tant que professionnel, il va falloir aussi un petit peu connaître certaines choses, se renseigner quand on dit Snapchat, bah, faut quand même savoir à quoi ça ressemble Snapchat. Il faut quand même connaître un petit peu les avantages et les inconvénients de cette appli, parce que c'est l'une des applis les plus utilisées avec YouTube. Connaître c'est quoi la communauté YouTube, comment quand on partage des vidéos ici et ça. Il faut connaître un petit peu parce que c'est difficile quand on va parler d'un sujet si on ne se connaît pas. Alors après, vous n'allez pas pouvoir tout connaître, c'est pas possible. Mais quand il y a des jeunes qui vous parlent d'Instagram, ouais, mais bon, l'autre, elle a liké sa photo, alors que franchement, non, si vous ne connaissez pas du tout Instagram, c'est vrai que c'est compliqué de parler du sujet. Après, on peut toujours dire, bah, voilà, TikTok, c'est le truc un peu du moment, bah, j'ai jamais vu, mais au moins se dire, ah tiens, ça parle du corps, et tout de suite essayer d'avoir du sens à tout ça. Mais quelqu'un qui va faire l'accompagnement sur le sommeil, s'il n'a pas étudié le sommeil, ça va être un peu compliqué de faire sens par rapport à la personne. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai pas besoin de connaître tous les contenus des applis, tout ça, mais en tant que la légitimité du professionnel, elle vient aussi de ce que vous observez, les conséquences que ça a, de ces comportements-là. Parce qu'on n'est pas censé savoir ce qui se passe dans la famille, et surtout pas jeter la pierre chaude en disant chaque fois, la patate chaude, en disant chaque fois c'est pas la peine que nous on éduque de cette manière-là, de toute façon chez eux après ils feront complètement autre chose. Non, moi je dis toujours, en tant que légitime, donc éducateur, hein, comme tout éducateur citoyen, ça est éducateur légitime, vous pouvez bien observer des choses la journée, que ce soit les psychologues, les psychologues d'éducation nationale, les infirmières scolaires, les personnels de crèche et ça. Quand on observe certains comportements la journée, on peut se sentir légitime de dire attendez là, quand même il dort en classe toute la journée.
où votre enfant il est passif dans un coin, il n'arrive plus à jouer avec les cubes et les machins comme ça. Et ça va être des leviers en fait de parole, des groupes de planètes, des leviers d'action, j'allais dire, mais surtout des moyens d'entrer en discussion avec les parents et puis de savoir ce qui se passe effectivement après en termes de comportement. Et là, en creusant un peu, ah mais oui, non mais c'est sûr qu'il est resté longtemps devant la télé, ou c'est sûr qu'il a il a la télé dans la chambre. Alors ça, les articles américains, ils ont tous la télé dans la chambre à un an. Hein. Donc vous avez beaucoup de comportements, des choses qui vont ressortir, parce qu'il y a plein de parents qui ne se rendent pas compte du tout. Ça aussi. Quand tu dis il faut développer l'esprit critique, mais il y en a chez qui tu ne peux pas développer l'esprit critique. Enfin, tu peux toujours, mais il y a vraiment des parents, ils seront jamais là ils seront jamais là quand on fera la formation et la conférence à votre atelier du mercredi. J'imagine que c'est pas toutes les familles qui viennent, et il y en a que vous aimeriez qui viennent et qui ne viennent pas, par exemple. Vous voyez, il y a toujours ceux qui sont les plus concernés qui viennent pas toujours. Donc c'est plus les attraper quand on peut les attraper, et puis observer. Ça, c'est la rigueur scientifique. Hein. Je me base sur des faits que j'ai observés. J'ai remarqué ça et ça et ça, et là, je me sens légitime pour vous en parler. Mais il faut se sentir légitime, comme tout adulte, finalement. Sur la deuxième partie de ma question, tu avais un avis à donner ou pas sur la question de... Il y a plusieurs courants sur le sujet des écrans et des enfants en particulier, de la petite enfance. Je parlais du collectif Cause, du livre de Michel Desmurger. Alors pour le collectif Cause, ils ont signifié dans un premier temps, et puis depuis ça a un petit peu évolué leur discours, dans un premier temps ils expliquaient que qu'ils avaient constaté que les enfants de moins de 3 ans qui étaient face à des écrans pendant plus de 4 heures pouvaient développer du trouble du spectre de l'autisme. Et ce qui était intéressant dans leur action, c'était de dire qu'il y avait des enfants de moins de 3 ans qui regardaient les écrans 4 heures par jour. Ça, c'était quand même bien flippant et c'était très questionnant. Par contre, le fait de donner un diagnostic qui n'est pas avéré par la Haute Autorité de la Santé, qui n'est pas reconnu non plus dans les textes littéraires de la santé, c'était problématique parce que du coup, on donne une information mais qui n'est pas complètement bonne. Et du coup, les personnes, elles se disent c'est faux, et donc ils mettent tout dans le panier, c'est faux, il n'y a pas d'enfant qui regarde plus de 4 heures les écrans par jour. Alors que si. Donc non, on ne va pas devenir autiste en regardant les écrans, hein. On est autiste ou on ne l'est pas, mais on ne le devient pas. Par contre, oui, il y a des troubles. Mais on met un enfant devant un mur 4 heures, on risque d'avoir les mêmes troubles. L'enfant, il n'aura pas interagi, il n'aura pas manipulé. C'est ça, et il ne faut pas montrer du doigt l'écran, mais c'est le fait qu'il ne soit pas en train de faire autre chose qui est problématique. Les 4 heures où il aurait dû jouer, il aurait dû regarder ses orteils, communiquer, être dans le silence, il n'a pas pu parce qu'il a été devant l'écran. C'est ça le problème. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les écrans sont une conséquence et pas une cause. Et c'est souvent ça, on dit, les jeunes aujourd'hui sont agressifs à cause des jeux vidéo. Non, les jeunes ont des difficultés, et en plus, s'ils font des jeux vidéo qui entretiennent leurs difficultés, ça ne va pas les aider à ne pas être agressifs. Mais un jeune qui va bien, qui s'entend bien avec ses parents, qui a des copains, et d'un point de vue scolaire ça va bien, il va faire des jeux vidéo, même si c'est des jeux vidéo qui peuvent être un peu violents, il ne va pas comme ça virer du jour au lendemain, il ne va pas devenir violent. Par contre, un jeune qui en effet va pas bien, qui a des difficultés, que ce soit scolaires, relationnelles, avec ses familles ou avec ses amis, déjà il va pas bien. Si en plus il est dans un univers qui est violent, ça va pas l'aider à aller mieux, ça c'est évident. Donc c'est aussi ce discernement qui est intéressant de pouvoir faire. Et Desmurger, il a un discours très alarmiste, mais depuis longtemps, là, c'est son nouveau livre, même avant ses autres livres, c'est des discours, avec la télévision, des discours très alarmistes. Mais quand on regarde un petit peu, il dit, c'est basé sur 1500 études, etc. Mais c'est beaucoup d'études, finalement, qui ne sont pas longitudinales, qui ont été faites sur 20, 15, 30 personnes. Et c'est difficile de pouvoir établir quelque chose qui a été fait une fois, sur si peu de personnes, en si peu de temps, et d'en tenir des conclusions. Ce qui est sûr, c'est que les enfants, s'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir développer toutes leurs compétences et de faire qu'une seule action, ils ne vont pas pouvoir... Si tous les jours, un enfant ne fait que lire, il n'apprendra jamais à faire du vélo, il n'apprendra jamais à dessiner. Donc si tous les jours il fait que des écrans, il n'apprendra pas non plus ses autres compétences. L'activité monomaniaque, en effet, est problématique.
Ce qui est important, c'est de se dire il faut au maximum pouvoir ouvrir les enfants vers toutes les activités et tous les possibles. Mais un discours trop alarmiste, hélas, et qui est des fois démesuré par rapport à la situation, fait plus fuir les gens et du coup limite les échanges que si on est dans quelles sont les choses possibles à faire. En fait, les différentes postures, elles viennent surtout du fait qu'on est tous spécialistes dans un domaine. Desmurger, qui est neuroscientifique, qui regarde l'impact que ça a sur le cerveau, et on le voit vraiment quand on fait des IRM, des imageries en résonance magnétique du cerveau, eh bien on voit vraiment des choses qui se passent au niveau de la structuration. C'est vraiment un changement structurel et fonctionnel du cerveau, et encore plus dans ces années. Alors contrairement à ce que disait Flore, la plasticité cérébrale c'est tout au long de la vie, mais c'est vrai que du coup ça a des effets très importants quand même sur le cerveau du point de vue structurel ou fonctionnel quand on est sur les réseaux sociaux, quand on joue à beaucoup de jeux vidéo, quand on fait beaucoup de choses. Donc moi, je ne suis pas contre la sonnette d'alarme de Desmurger. Son livre est très bien écrit en plus. C'est le titre qui est provocateur, mais franchement, on apprend beaucoup de choses effectivement sur le fonctionnement du cerveau. À côté de ça, vous avez Stanislas Dehaene, dont je parlais tout à l'heure. Évidemment, lui, il s'intéresse au développement, c'est un psychologue du développement qui s'intéresse au développement sensori-moteur du bébé. Donc il va vous dire, mettons des tablettes dans les mains de tout le monde, de tous les enfants, d'accord, parce que c'est intuitif. Il y a Olivier Houdet qui va vous dire, ok, mais c'est parce que c'est intuitif qu'il faut apprendre à résister. Donc tous les bouquins d'Olivier Houdet, ils en sont pas mal, ces temps-ci, les neuroscientifiques et les psychologues depuis 2 ans ici. Vont vous dire qu'il faut apprendre à résister. Et comme je vous ai parlé de toutes les zones primaires du cerveau qui sont matures très précocement, ainsi que le système limbique. Le système limbique, c'est le siège des émotions, d'accord. Et ce système limbique, il est très précoce lui aussi, du point de vue de sa maturation cérébrale. Et il est en décalage avec une maturation très tardive, au contraire, du cortex préfrontal, frontal et préfrontal surtout, qui est le siège des fonctions cognitives de haut niveau. Donc apprendre à réguler ses émotions, apprendre à résister, c'est le cortex préfrontal. Et c'est ce fameux qui est mature à partir de 13 ans jusqu'à 25 ans. Vous voyez, il y a des choses. Donc comme le dit Olivier Houdet et puis d'autres aussi, comme l'autorégulation n'est pas possible chez un enfant très jeune, c'est le contrôle parental qui prévaut. Et quand on parle de contrôle parental, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une régulation en termes d'interdiction, d'autorisation, enfin tout ce qui concerne l'autorité bienveillante et puis surtout un comportement éducatif, encadrant, qui donne des limites, qui donne du cadre. Voilà. C'est en ce sens-là qu'on peut parler de responsabilité éducative. Est-ce que vous avez 2 ou 3 questions avant qu'on enchaîne sur une conclusion sur cette réflexion autour de la posture à trouver en tant que professionnel, éventuellement aussi en lien avec cette idée de la réflexivité que vous pourrez essayer d'avoir chaque parent, c'est-à-dire quand on parle de réflexivité, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce qu'on y gagne, pourquoi on le fait. Une question au premier rang. Je voulais dire, donc je suis intervenant, je fais que du domicile, donc je vais chez les gens. Donc du coup c'est une problématique qu'on voit de plus en plus, qui font partie des objectifs de plus en plus. Et donc du coup j'ai une problématique avec une famille qui a conscience. Attendez, je vous coupe, en tant que quoi vous allez dans les... En tant que TISF. Pardon ? TISF. Technicien d'intervention sociale et familiale. Ah, très bien. Je savais pas que ça existait, ok. Et donc voilà, je fais que du domicile et en fait la famille par exemple, elle a conscience de tous les effets des phases mais pourtant rien ne bouge et c'est vrai qu'on est, elle sait mais c'est vrai que du coup là, on ne sait pas comment faire non plus parce que du coup c'est... Déjà, c'est leur dire justement de ne pas avoir peur des conflits. C'est pour ça que je disais de donner la définition tout à l'heure. C'est qu'il y en a qui vont éviter tout conflit. Donc c'est plus facile effectivement d'éviter de tout permettre. Il y en a d'autres qui vont être démunis, comme on le disait tout à l'heure, mais ça ne veut pas dire qu'on démissionne. On a entendu pendant des années, avant même les écrans, combien d'enseignants et personnels d'éducation nationale disaient de toute façon les parents démissionnent à la maison, etc. Et c'est pas de la démission, c'est parfois on ne sait pas comment faire. Donc il faut redonner confiance. En fait, pour agir, quel que soit l'âge, pour agir, il faut se sentir en sécurité. Et donc pour se sentir en sécurité, c'est justement ne pas avoir peur de se tromper déjà. Aussi, on a le droit de se tromper.
Et donc, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il ne faut pas avoir peur autant que nos enfants et nos ados. Il ne faut pas avoir peur ou penser qu'ils vont être malheureux. J'ai une maman un jour qui avait bien connu, à mon avis, qui avait tout lu sur la construction identitaire à l'adolescence, qui me dit « Oui, mais enfin, si je lui interdis ça, elle va refouler sa féminité. » Et on entend des choses, donc il faut mettre un petit peu de sens dans tout ce que les parents lisent aussi et entendent. Et déjà, les mettre en sécurité, c'est leur dire c'est normal que ce soit difficile. Comme je dis aux jeunes et aux gamins, c'est normal de ne pas savoir résister. D'accord ? Vous commencez par ça déjà. Et puis moi, à vous tous ici, puis dans toutes les conférences que je donne, je dis effectivement, on ne fait pas le poids par rapport aux écrans. Vous commencez par ça et après vous allez expliquer pourquoi. Parce que c'est plus facile, justement les fameux 3 besoins psychologiques de base, là, se sentir autonome, se sentir compétent, se sentir reconnu, et puis se sentir affilié surtout et attaché. Tout ce qui est sur les écrans répondent et satisfait tous ces 3 besoins psychologiques, d'accord ? Au niveau des familles, c'est toujours plus compliqué. Voilà. Donc à ce moment-là, on risque de ne pas faire le poids. Mais par quoi je vais pouvoir entrer dans la relation, dans l'interaction, hein ? Comment je fais pour arriver à intervenir effectivement au milieu de tout ça? Déjà, comme on le disait, commencer à s'intéresser peut-être sur ce qu'ils font, comme quand on fait des parents qui me disent c'est son intimité, j'ai pas envie d'aller voir ce qui se fait, ce qui se joue sur les réseaux sociaux, mais je dis mais dans la mesure où le premier usage d'un réseau social c'est rentrer en contact avec quelqu'un, d'accord? C'est aller à la rencontre d'eux, ok? Ah oui, mais votre enfant à minuit, votre ado à minuit là, il vous dirait ou elle vous dirait ah ben je vais aller voir mon petit copain là dans le parc d'à côté. Il fait quoi le parent là? Il dirait non. Et là, ils se sentiraient légitimes tout à coup. Mais parce que c'est sur le téléphone, on a l'impression qu'on a fait une entrave à leur intimité. C'est ça surtout qu'il faut qu'ils comprennent, quoi. Moi, parfois, et comme avec Victor, quoi, on dit toujours, mais si vous n'arrivez pas à vous sentir légitime par rapport à ces risques potentiels, parce qu'effectivement, il n'y a pas des dangers, il n'y a que des risques potentiels selon l'usage qu'on en fait. Hein. Si vous ne vous sentez pas légitime dans votre tête par rapport à ça, si vous n'êtes pas convaincu, en tout cas, qu'il peut y avoir certains risques potentiels, et dans ces cas-là, je ne sais pas, imaginez qu'il a un joint dans la main, ou qu'il a un couteau, enfin, quelque chose un comportement qui serait beaucoup plus dangereux à vos yeux. Et puis à l'ado de nous argumenter le fait que c'est pas du tout, qu'il fait attention, qu'il a bien compris ça, qu'il ne va pas écouter n'importe quoi, qu'il ne va pas écrire n'importe quoi, et là, on va rentrer dans des comportements responsables, justement. Donc mieux comprendre les risques et mieux connaître et maîtriser les outils numériques aussi pour pouvoir être en dialogue. Magali? Du coup, je rejoins complètement Christine. Hein. Nous, c'est ce qu'on a constaté en discutant avec les parents, c'est qu'ils s'appuient sur leurs propres ressources, parce qu'au final, quand on questionne qu'est-ce qui se passe, pourquoi, selon vous, en fait, du coup, ça les amène à réfléchir et aussi d'échanger avec d'autres parents. Ça, je rejoins aussi ce que disait Flore tout à l'heure sur le fait de partager, de discuter, de lever le voile, de lever le mouchoir. Ah ben, en fait, on n'est pas les seuls dans cette galère. Et les parents, le fait qu'ils discutent entre eux aussi, ils peuvent se donner des ressources. Ah ben, moi j'ai fait ça à tel moment, ça a permis ça. Ah ben oui, ben moi aussi. Et du coup, ça détend et ça dédramatise. Et en plus, si à un moment donné, les parents peuvent rigoler de certaines situations, on a tout gagné. C'est ça, en fait, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés. Et au final, ils ne sont pas incompétents. Enfin, voilà, on ne parle pas de situations particulières à risque, hein, on est d'accord, hein, je parle de... Voilà. Voilà, merci. Les écrans, le numérique, est-ce que c'est pas aussi donc un enjeu de société qui nous interroge sur la société de demain? Quelle société on est en train de construire, puisque tous ces outils sont fabriqués à visée capitaliste, c'est-à-dire à faire du profit, ce sont certes des outils innovants, mais très souvent développés dans ces objectifs-là, même si on sait aussi que, par exemple, les réseaux sociaux permettent d'être utilisés par des réseaux militants. Hein. On parlait tout à l'heure de la parole avec MeToo, par exemple, mais on voit également toutes les associations militantes autour de l'écologie, etc. Est-ce que les concepteurs du numérique ne sont pas aussi les premiers responsables de cette addiction? Alors, je ne sais pas si vous avez connaissance d'une série vidéo qui a été développée par Arte avec Canopé, l'atelier Canopé, qui est en ligne sur le site internet d'Arte, qui s'appelle, c'est une série de 7 ou 8 épisodes de 7 minutes, donc c'est très facile à regarder. C'est une série qui s'appelle Dopamine, en référence
avec la molécule qui est responsable, certes, du plaisir et de la motivation, mais aussi de l'addiction. Et chaque épisode est consacré à un réseau social ou une application spécifique. Donc vous avez Instagram, Snapchat, YouTube par exemple, il y en a d'autres, il y a aussi Uber, il y a aussi d'autres applications. Et ça nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Alors vous verrez, le montage est très serré, très punchy, et on se sent aussi capté dans cette problématique de l'économie de l'attention par le montage et la conception de la série. Donc c'est aussi intéressant de critiquer ces petits épisodes. Et il y a forcément des choix qui sont faits dans le discours amené par ces épisodes, dans le sens où, en 7 minutes, on n'aborde pas l'amplitude du sujet, c'est-à-dire que par exemple Instagram va vous parler des influenceurs et du corps, etc. Et il y a toute une partie d'Instagram qui n'est forcément pas montrée, donc ça peut être aussi, par exemple avec des adolescents, une occasion d'échanger avec eux sur qu'est-ce qu'ils y trouvent, quel intérêt ils y trouvent et qu'est-ce qu'ils y voient. Est-ce qu'ils y voient ce qu'on raconte sur cette série? Est-ce qu'on y voit d'autres choses? Et la question également, c'est celle de la culture, c'est-à-dire que c'est un outil, ce sont des outils, ces écrans. Quid de la culture qui nous relie, qui nous permet d'être partagés et de faire culture commune, de faire du lien. Est-ce que vous avez envie de réagir sur cette question? Moi d'abord. Oui, non, mais c'est évident, de toute façon, c'est évident qu'on voit qu'il y a une question de capitaliser rien, parce et puis de tout faire pour qu'on y reste longtemps, parce que c'est l'audition derrière, l'audience, je veux dire, derrière, qui est importante aux yeux de tous le marketing. Mais quand on voit que tous ceux, justement, de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans les écoles où il n'y a pas de numérique, ça veut tout dire, ou quand ils ont fait leur mea culpa, je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte à quel point, d'ailleurs, au départ. C'est peut-être naïf de ma part de dire ça, mais vraiment de penser qu'au départ c'était vraiment les likes, les commentaires, parce qu'on sait que tout le monde aime. Nous sommes des êtres sociaux par excellence, depuis la naissance on a besoin d'autrui, d'accord? Donc son regard d'autrui on l'a depuis la naissance pour survivre. Donc selon comment on a incorporé ce regard d'autrui, on va donner beaucoup plus d'importance ou pas à son regard d'autrui. Les premiers réseaux sociaux portaient sur ça en fait, c'était vraiment je vais mettre des likes et des commentaires parce que tout être social qui se respecte, soi-disant, a besoin de ces likes et ces commentaires. Et en fait, ils n'ont pas vu à quel point ça allait engendrer autant de besoins, de satisfaction d'un besoin d'attachement, besoin d'affiliation justement chez les ados. Donc la culture adolescente, la culture de numérique en fait a créé des dépendances nouvelles. Vraiment des dépendances chez les ados qui justement s'accrochent à ces supports, enfin ces outils numériques comme presque des bouées de sauvetage quand on a besoin effectivement d'avoir des amis à tout prix. Alors tout à l'heure, Flore disait que les jeux violents n'est pas violent. Si, il y a des jeux violents, alors effectivement il y a toutes les études d'un côté ou de l'autre qui portent de ça, mais les dernières études montrent qu'il y a toujours un facteur qu'on oublie dans les études sur les jeux violents, c'est le facteur compétitif. Et en fait c'est pas tant parce que le jeu d'action est violent qui va rendre violent, c'est parce qu'il y a l'esprit de compétition derrière qui rend les gens violents. Parce que dès l'instant qu'on gagne, tant mieux, mais comme on perd plus souvent qu'on gagne, vu qu'il y a des milliers de joueurs sur le même site, là, en fait, avant d'arriver à la première place, j'étais dans un esprit de compétition énorme. Et c'est la compétition, en fait, qui rend violent. Ils ont fait vraiment des comparaisons de groupes entre jeux d'action sans esprit de compétition, donc esprit coopératif, jeu d'action compétitive. Et c'est pour ça que l'histoire de la semaine, le défi là, sans écran dont vous avez parlé ce matin, j'aime bien, mais ce que j'aime pas, c'est que ça ne veut pas que ce soit un pédagogue qui soit intervenu, parce que ça met encore de la compétition. En fait, on ne sait pas trop s'ils ont bien intégré l'intérêt de cette semaine sans écran, ou si c'est juste pour atteindre toutes les... je ne sais plus comment vous adaptez ça, là. Oui, mais il y avait plus dans la grille d'observation, là, il y avait pas mal de points à atteindre. Vous voyez, donc il faut vraiment faire attention à ça, parce que c'est vraiment la compétition chez ceux qui n'aiment pas perdre, ou qui n'ont pas appris, parce qu'on peut faire moi j'ai fait de la compétition toute ma vie, c'est pas pour ça que je voulais gagner à tout prix. Donc c'est ceux qui ne savent pas perdre quand ils jouent, donc il faut apprendre à jouer en perdant, il faut accepter effectivement l'échec, là ça se passera mieux. Mais sinon, vous allez créer justement de la violence. Et comme les jeux d'action sont le plus souvent violents, et bien c'est pour ça qu'on confond jeu violent et violence. C'est vraiment la compétition. Donc
un autre enjeu de société, moi je pense, je parlais de compétition, mais c'est pour faire le lien avec ce qui est, à mon avis, trop important aujourd'hui, c'est la notion de performance. Parce que dans la tête des gens, justement, et c'est pour ça qu'il y a une vraie fracture sociale à ce niveau-là aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont, d'un point de vue social, qui vont montrer qu'ils sont comme les autres parce qu'ils ont le même téléphone que les autres, ou parce qu'ils utilisent les mêmes applications que les autres. Donc l'enjeu de société, là, c'est vraiment un enjeu, l'innovation technologique, ça va être, je veux la posséder pour montrer que je suis au même niveau que les autres. Alors que dans d'autres domaines, je ne le suis pas, je suis exclu. Je suis exclu parce que j'ai pas de boulot, je suis exclu parce que j'ai pas telle marque vestimentaire, etc., etc. Et donc ça va être, c'est pour ça que c'est Pasquier qui dit que ça crée de nouvelles dépendances, parce que justement, on a envie enfin d'être au même niveau que les autres. Et ça, bien sûr, les constructeurs l'ont bien compris aussi, que les producteurs ou opérateurs, constructeurs, ça l'ont bien compris. Une réaction par rapport à ça? Du coup, on voit bien effectivement les différentes dérives, donc il y a une vraie bascule, du coup, tout ce que ça a pu susciter. Je pense qu'il y a aussi des choses qui se mettent en place. C'est la première fois que j'entends parler d'une loi qui pourrait être adressée directement aux différents opérateurs pour faire en sorte de mettre un contrôle parental d'office. Donc ça nous dépose, etc. Enfin, c'est que du coup, là, on commence à, au vu des différentes recherches, des résultats qui émergent, qui sont plus qu'attestés, effectivement, à un moment donné, il va falloir passer à l'acte. Je pense que tout doucement, c'est en train de passer à l'acte. Il faudrait peut-être que ça aille plus vite, mais en tout cas, déjà qu'on avance, c'est déjà bon signe. Et il y a peut-être pas mal de choses qui se jouent à ces niveaux-là, des gros opérateurs, enfin, à un moment donné, effectivement, parfois j'ai l'impression que les parents sont aussi quelque part victimes de quelque chose qui est super bien fait. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est attractif, c'est super bien fait, c'est étudié, donc quelque part finalement on tombe tout simplement dans le piège qui a été bien orchestré, qui a été bien pensé, qui a été bien ficelé. L'idée c'est pas d'être non plus de tirer aux parents d'attention ou d'être victime, parce que ça peut être tout aussi dangereux, mais qu'on comprenne quand même qu'à un moment donné, il y a des personnes qui sont très compétentes, qui se sont concertées, qui se mettent autour de la table pour dire comment on va faire pour faire en sorte que ces personnes-là utilisent les écrans, comment on va faire pour qu'ils aient envie d'acheter. Des questions qu'on posait, en salle de classe, à un moment donné, c'est ce qui a été amené sur les tutos, etc. Et une des questions qui a émergé par rapport à la thématique YouTube, c'est est-ce que ça donne envie d'acheter des trucs? Est-ce que ce que tu vois sur Internet te donne envie d'acheter des choses? Pour être grossier, on va dire 7 fois sur 10, c'était oui. Oui, ça me donne envie d'acheter. Pour être grossier, parce qu'on n'a pas mesuré exactement, mais en gros, grosso modo, on est encore en train de travailler dessus, donc on n'a pas tout défini. Mais grosso modo, c'était quasiment du 7 sur 10. Qui disait, bah ouais, ça me donne envie. Puis après, on est vachement aussi on fait énormément sur ce qu'on va chercher, ce qu'on y trouve. Donc, même si on a une intention d'aller chercher quelque chose de bien précis, finalement, on va être happé. Et sollicité par plein d'autres choses qui a priori n'étaient pas dans nos recherches. Et on a vite fait basculer, surfer. Est-ce que j'avais envie de citer deux choses pour finir, ok. Simplement, je pensais à Jocelyn Lachance, qui est aussi un chercheur qui est sur Pau, je crois. Voilà, un Canadien qui pour lui indique être l'ami de ses enfants sur les réseaux sociaux, c'est aussi les habituer à une société de la surveillance généralisée. Donc, je laisse méditer. Et pour contrebalancer sur la culture, pour se sentir aussi dans une autre capacité d'action et l'autre ouverture, j'avais aussi envie de faire référence à une enquête qui a été publiée en fait en juin dernier, qui a été commanditée par le ministère, je ne sais plus lequel, si c'est la culture ou l'éducation, en tout cas qui met un cri d'alarme en disant qu'il faut vraiment travailler sur l'éveil culturel dès la petite enfance, qui a vraiment un enjeu. C'est pour ça que je parlais effectivement de la question de relier de l'appartenance, du plaisir et de partager du contenu ensemble, à travers la culture, à travers le langage, à travers les émotions, à travers ce qui fait société en fait, ce qui nous relie. C'est la conclusion, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut que je dise avant de partir aussi, parce que sinon je vais oublier.
En fait, c'est quand vous intervenez comme ça auprès des familles, c'est ce qui fait la grosse différence en termes de culture, d'éveil culturel. C'est des activités qui sont limitées dans le temps, ce qu'on peut faire avec un enfant dans la vraie vie, j'allais dire, que ce soit une activité sportive, une activité, un jeu de société, en fait. C'est toujours limité dans le temps en général, alors que sur le numérique, c'est illimité. Et ça aussi, ils peuvent l'entendre aussi. C'est très difficile, effectivement, de résister à quelque chose qui est illimité. Il y a toujours quelqu'un de connecté dans le monde, et un jeu, et Fortnite, ça m'énerve qu'ils soient autorisés aux 12-13 ans et qu'ils ne soient pas considérés comme une chose très violent, parce que c'est pas violent, évidemment, il n'y a pas du sang, c'est pas cru, voilà. Mais par contre, c'est une activité illimitée. Et ça crée de l'addiction, parce que, justement, le gamin, il y est en permanence, parce qu'il y a toujours du monde. Alors maintenant, ils ont rentré ces fameux temps de pause, là, même dans ce jeu-là. Justement, je vais rebondir sur Fortnite. Je pense que c'est quelque chose que vous avez dû constater, ça, que les gamins, on a l'impression qu'ils sont complètement dingos avec ce jeu. Ils s'énervent. Ça, c'est un point commun qu'on a retrouvé. Alors, une grosse majorité d'enfants, c'est qu'ils s'énervent. Le jeu, ça les rend dingues. Ils jettent les manettes, ils crient. Enfin, c'est un truc très commun et très spécifique à ce jeu vidéo. Alors, je fais un petit bref rappel pour ceux qui ne connaissent pas Fortnite. Donc, c'est un jeu qui à partir de 12 ans, il y en a énormément qui jouent plus petits, souvent les petits qui jouent parce qu'ils voient leur grand frère jouer. Et il s'avère que Fortnite, donc à la base, c'est un jeu qui est gratuit et qu'on peut utiliser sur n'importe quelle plateforme, donc téléphone, tablette, Switch. Switch, c'est les consoles portables, ordinateur. Et ce qui est payant, ça peut être par exemple des personnages ou des décors, etc. Et puis ils font une danse du loser ou une danse de celui qui gagne. Et du coup, il y a quelque chose qui est super populaire. Et en plus, les enfants jouent uniquement en ligne, connectés. Donc ils jouent entre copains. Donc par exemple, le vendredi soir, il peut y avoir 10 gamins d'une classe. Ce week-end, on se connecte, on joue à Fortnite. Et le lundi, ils arrivent en récréation et ils se mettent dessus parce qu'il y a des conflits. Et il s'avère qu'il y a des professeurs qui arrivent et qui séparent les gamins dans la cour parce que dans le week-end, ils se sont embrouillés sur Fortnite. Et il s'est avéré que j'ai appris il n'y a pas longtemps que, d'après un article du Monde, si vous pouvez aller jeter un œil, il s'avère que en fait, ce jeu a été développé spécifiquement sur une base du développement de l'enfant par une psycho, justement, qui fait partie de l'équipe, qui a travaillé pour la société de jeux qui s'appelle Ubisoft. Ubisoft, c'est Assassin's Creed, tous les jeux hyper populaires, voilà. Et du coup, elle a rejoint l'équipe qui a développé le jeu Fortnite. C'est pour ça que c'est aussi populaire. C'est qu'ils ont spécifiquement travaillé sur ces questions-là, du développement de l'enfant.